Salut à tous. Bonjour à tous. Bon, alors, épisode 5 de Tatami Connexion. Que dire? Le Quintet, EBI, Polaris, tous ces événements qui sont venus s'ajouter au circuit classique IBJJF. Voilà, aujourd'hui on va essayer de traiter sur le fait de savoir ce qu'ils nous ont apporté, si c'est un plus au JJB, si c'est quelque chose qui va en défaveur de la discipline. On va essayer de voir un peu tous ces aspects et faire en sorte d'avoir une réponse à apporter à cette question. Donc sur ces événements-là. Ouais, ce qui est marrant de relever, c'est que, pour ma part, quand j'ai lu les commentaires, j'ai trouvé que les gens ne répondaient pas à la question initiale. Ouais. Dans le sens où, en fait, je pense que tu penses comme moi, quand on a posé la question, on s'attendait à avoir un retour sur qu'apportent les galas au sens large du terme. Ouais. Et ça s'est un peu transformé en débat sur la sub-only. Il y a eu un petit amalgame à ce sujet, dans le sens où gala n'égale pas forcément sub-only. Nous, on voulait juste un retour sur un avis sur ce qu'apporte ce type d'événement à notre sport. Oui. Est-ce que ça permet de faire évoluer la discipline? Est-ce que ça attire un nouveau public? Est-ce que ça attire un peu plus d'argent? Est-ce que ça permet de faire émerger de nouvelles têtes? Est-ce qu'on revient à un jujitsu un peu plus efficace, entre guillemets, qui serait moins bridé par le règlement IBJJF? C'était toutes ces questions-là. D'ailleurs, j'avais essayé de tendre quelques perches. Certains ont répondu via ça. Notamment Mengo avec ses 4 points sur son dernier commentaire, voilà, où il a vraiment pris le temps de prendre point par point, de répondre à chaque question que j'avais posée. D'ailleurs, ses réponses, je suis totalement d'accord avec lui. On aura le temps d'en redébattre par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal, mais c'est vrai. Et ça a été aussi un petit peu les réponses si les gens aimaient ou n'aimaient pas, ouais. Ou connaissaient ou connaissaient pas. Donc je pense d'ailleurs, et c'est un premier point, ça veut dire aussi peut-être que les gens, parce que souvent il y en a qui m'ont dit je regarde pas, je pratique, mais je m'occupe pas trop de ce qui se passe, des compètes. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu une méconnaissance des événements, de ces événements-là. Est-ce que cette méconnaissance, elle n'est pas due au fait que ça soit pas retransmis sur les formats classiques de télé, entre guillemets? Bon, c'est le cas aussi de l'IBJJF, mais l'IBJJF, les gens, ils peuvent prendre un compte Flow Grappling et puis regarder un petit peu les combats. Après, il y a quelques combats qui sortent sur Internet. Bon, c'est aussi le cas des différents galas. Mais c'est souvent sur l'UFC Fight Pass, tu me disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc tout le monde n'a pas. Ça attire un autre public. Ça attire un autre public. Et puis tout le monde n'a pas forcément payé ce pass et donc n'a pas accès forcément à ces événements. Alors est-ce que c'est un problème, encore une fois, franco-français? Dans le sens où les gens ne payent pas pour regarder. Après, je pense que tout le monde ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs. Hein. Il y a tout un tas de pratiquants qui se contentent qui regardent le circuit ACFG, CFJJB, mais qui suivent pas forcément ce qui se passe à l'étranger. Ah, je pense que l'IBJJF, les gens le suivent. Que n'importe quel pratiquant de jiu-jitsu brésilien, que la plupart des pratiquants de jiu-jitsu brésilien vont suivre au moins le circuit IBJJF, même si on peut entendre sur les tapis des gens qui disent moi tu me parles des noms, j'en sais rien du tout. Mais ça, je pense que c'est valable un petit peu dans tous les sports. Mais effectivement, il y en a certains qui ne connaissent rien. Donc déjà, c'est un premier point qu'on a vu. C'est effectivement c'est le fait de voir que même des gens qui sont passionnés par leur sport ne sont pas en recherche d'aller voir ce que les autres font. Ouais. Donc, ils ne sont pas forcément spectateurs. Ils sont plus acteurs. Exactement, et d'où aussi l'amalgame qu'il y a eu avec justement, tu disais, le sub-only et les différents galas. C'est parce que le sub-only est la version en fait de ces galas qui peut-être fait le plus parler. Ouais. C'est justement peut-être parce que voilà, c'est peut-être aussi peut-être les plus gros galas. Tu me diras. Ouais. Ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est forcément celui où il y a le ratio de soumission le plus important.
Et souvent, en vidéo, ce qu'on retrouve sur YouTube ou même sur Facebook, etc., c'est les soumissions. Ouais, sur Instagram aussi, il y a pas mal de Donc petits visuellement, highlights. c'est Ouais. ce qui ressort le plus. Ouais, on voit souvent le Fight to Win par exemple, il montre pas mal de, il y a pas mal de soumissions sur cet événement et effectivement ça ressort beaucoup sur Instagram, le BI aussi, et c'est paradoxal parce que je pense à un événement comme la CBJJ, lui c'est un événement qu'on peut voir gratuitement sur YouTube, il est en général en direct et peu de gens justement le savent et le regardent. C'est Je marrant. savais pas. Tu savais pas? Non. Alors peut-être parce que je suis plus au courant des événements, mais mais en tout cas je sais que ça c'est bon. Après le truc qui peut-être le frein, c'est que c'est des événements souvent qui durent 7 heures, donc Ouais. enfin, en tout cas qui durent très longtemps. Donc forcément, bon bah il faut poser sa journée quoi. Si on veut regarder l'événement dans C'est sa vrai que 7 globalité. heures, c'est compliqué. Voilà. Après, bon, des fois, bon, on a la chance d'avoir les temps enfin les combattants, l'ordre des combattants en dessous, donc on peut aller naviguer sur les combattants qu'on souhaite voir. Moi, souvent, je le regarde pas en direct. Je demande à peu près autour de moi les combats qui valent le coup et je regarde les combats qui valent le coup. Il faut vraiment que j'aie vraiment le temps pour regarder tout de A à Z. Mais c'est vrai que de toute façon, de par le format de cet événement, c'est 3 fois 5 minutes, ils ont calqué ça sur le MMA, avec 1 minute. Du coup, si ça dure. J'ai jamais regardé la CBJJ. Ouais, Si ça dure 7 heures, 3 fois 5 minutes, ça fait 15 minutes. ouais, C'est qu'il y a énormément de combats. il y a pas mal de combats. Il y a pas mal de combats. Ouais, il y a pas mal de combats. Après, il y a aussi le fait qu'ils discutent entre chaque combat. Ouais, c'est vrai que parce qu'il y a les combats classiques et puis il y a aussi les combats pour la ceinture après. Ils ont vraiment fait ça sur le format UFC. Donc oui, ouais, quand je te dis 7 heures, c'est entre 4 et 7 heures, mais c'est surtout pourquoi ça dure si longtemps, c'est parce qu'il y a très peu de soumissions. Oui. Là, souvent les combats ils vont au terme. Donc le fait que les combats aillent au terme, ça peut poser problème. Après il y a aussi si mes souvenirs sont bons, des interruptions de combat. C'est pas comme l'UFC où le chrono il continue à tourner. Il y a la cage qui maintient. À chaque fois quand le combat il sort, bah forcément ça stoppe le chrono, on les remet au milieu. Donc c'est pour ça aussi que ça vient augmenter le temps de combat. Donc voilà. Mais ce qui était intéressant de voir aussi sur ce format ACBJJ, c'était que la première minute de combat pour chaque round, enfin première minute de chaque round, les gens ne pouvaient pas tirer la garde. Donc pas tirer la garde, ça a complètement changé la physionomie de la chose, parce qu'il y a des combattants qui se sont fait bouffer. Alors il y avait plusieurs typologies de combats. Il y avait soit les deux, c'était des tireurs de garde où ils voulaient pas prendre de risques, c'était pas des bons lutteurs, donc il y avait pendant 1 minute il se passait rien. Ouais. Et dès que le coach il disait top, c'est bon, boum, les deux s'asseyaient ou il y en a un qui s'asseyait. Ça c'était le Lucky Luke du tirage de garde, c'était un truc de fou. Soit il y avait bons lutteurs ou bons judokas face à des mecs qui maîtrisent pas, et là les 2 points de toute façon de l'amener au sol étaient mis soit parce qu'il mettait, enfin le mec admettait l'adversaire, soit amené, soit l'autre s'asseyait. Et souvent c'était le cas sur le deuxième, troisième combat. Troisième round, pardon, parce qu'ils étaient menés. Parce qu'en fait, il fallait savoir que en fait, ils comptaient les victoires round par round. Et si jamais il y avait une égalité ou quoi que ce soit, en fait, c'était le nombre de points marqués dans chaque round qui faisait que ils additionnaient le tout. Donc souvent, quand ils étaient menés, un peu trop menés au point et qu'ils avaient perdu 1-2 rounds, le combattant tirait la garde et sacrifiait ses 2 points pour essayer de gagner soit à la soumission, il donnait le tout pour le tout, quoi, pour gagner à la soumission ou pour renverser et puis peut-être grossir l'écart. Mais en tout cas, c'était un format intéressant. On a vu des gros noms, des grosses têtes qui ont perdu. Parce que pourquoi j'aimais bien ce format par rapport à d'autres de la sub-only, c'est que on avait des noms de l'IBJJF. C'est un des rares événements. Et je pense que ils ont dû sortir le porte-monnaie parce que je crois que c'était des Tchétchènes ou des Russes ou je sais plus. Mais en tout cas, c'était des mecs qui avaient visiblement, parce que vu le nombre de personnes qu'il y avait dans le public, je pense pas qu'ils. Ouais, et je pense pas que c'était le public qui attirait l'argent, parce qu'il y avait presque personne qui regardait l'événement. Par contre, vu les noms qu'ils avaient, à mon avis, ils devaient aligner les fonds. Et donc, on a pu voir des gros noms du jiu-jitsu brésilien
participé à ces événements. Il y a eu les Miao, Meregali, il y a eu comment il s'appelle Braulio Estima, enfin bon, il y avait presque tous les gros noms du jiu-jitsu brésilien, ils y sont passés. Et on a vu un mec comme Meregali par exemple qui a complètement perdu son combat. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il pouvait pas tirer la garde. Stratégiquement, ouais. Ouais, et la stratégie, elle était pas bonne pour lui, et donc il a perdu son combat. Alors que moi, j'attendais, quand je l'ai vu sur la carte, je me suis dit, vu les sorts qu'il avait en plus à ce moment-là, où il commençait à tout gagner, et puis il avait déjà gagné les Worlds, il avait déjà, enfin bon, c'était voilà, c'était la contre qui, le personnage. combat? Je me souviens plus. Un Jujitsuka, un lutteur? Non, un Jujitsuka, mais qui a mieux joué ses cartes. Avec le règlement. Non, c'était quand même quelqu'un d'un gros niveau, hein. C'était pas n'importe qui. Même si on a pu voir des mecs sortis de nulle part, parce que souvent ils prennent des locaux, des ceintures noires, mais du coin, pour venir gonfler un peu leurs cartes, et puis laisser la chance aux gens. Et on a vu des mecs, notamment des Tchétchènes forts en clé de jambe et en lutte, qui ont gagné des combats parce que le règlement leur convenait bien. Gros cardio pour faire les 3x5, parce que ça aussi ça joue. Faire 3x5 d'affilée avec 1 minute de récup, c'est pas rien. Et surtout, le fait de ne pas pouvoir tirer la garde, et plus... De marquer, c'est pareil, ils sont quasiment sûrs de marquer leur point au début, vu leur niveau de lutte. Donc c'était intéressant. D'ailleurs, on a vu des très beaux combats quand c'était justement en nogi, puisqu'il y avait le format gi et nogi, quand il y avait des événements, surtout en Russie et tout ça, on a vu des très bons combats avec un niveau de lutte extraordinaire. Il y avait des combats, c'était clairement des combats de lutte, mais c'était fabuleux. Franchement, ça par contre, c'était des combats qui étaient intéressants. Le format nogi était plus intéressant que le format gi. Le format gi, on a vu des combats horribles. Herbert Santos, par exemple, qui restait debout pendant des heures. Après, disons que 5 minutes pour travailler en gi, c'est un peu court, je trouve. Ouais, c'est un peu court. Mais il y avait 5 minutes, une pause, 5 minutes. T'as pas vraiment le temps de poser ton jeu. Enfin, IBJJF, ceinture noire, c'est quoi, 10 minutes? Ouais. Ah oui, ça laisse plus le temps. La pause, ça te coupe tout. Il faut repartir à zéro. Il faut relutter ou se rasseoir, reperdre 2 points. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais donc, c'est les premiers événements là. Enfin, en tout cas, c'est cet événement-là qui a pas été beaucoup vu. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs parce que c'était un gouffre. J'avais lu un article sur ça. Sur le mec qui disait que il n'était pas satisfait, l'organisateur. Il n'était pas satisfait de la tournure des combats, que les mecs jouaient pas forcément le jeu. Non. Que les combats étaient... qu'il n'était pas satisfait des combats, tout simplement, qu'il trouvait ça ennuyeux. Ouais. Alors que le but, c'était qu'il y ait de l'action, quoi. Disons que ça dépendait des arbitres. Il y en a qui ont mis pas mal de pénalités et qui ont disqualifié. Mais il y a des fois où ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu des combats de 3x5 où les mecs restaient debout à se tenir la veste. Et franchement, c'était à se pousser. Et c'était une horreur. Et ils n'ont pas été pénalisés, quoi. Ils n'ont pas été disqualifiés. Disons que si la disqualification elle avait été plus rapide, ça aurait peut-être incité aussi les gens à combattre un petit peu plus. Ils ont essayé à un moment, mais bon, le format c'était pas... C'est aussi la différence, voilà, pour revenir au sujet initial, entre les galas et les tournois classiques. C'est que quand un combat est ennuyeux dans un gala, on voit que ça en fait. Tout le monde a les yeux rivés dessus. C'est ça. Sur un tournoi classique, il y a 10 tapis, tout le monde tourne, voilà, même s'il y a un combat ennuyeux, tu regardes ailleurs. Ouais. On est d'accord. Donc il y a pas le choix entre guillemets il faut faire du spectacle. Si tu comptes être réinvité, etc., il faut faire du spectacle. Ouais, on est d'accord. Et en plus de ça, je me pose la question si... parce que le tournoi, la finalité, c'est d'être premier. C'est d'avoir le titre. Est-ce que sur ce type de gala, t'es pas payé quoi qu'il arrive? Et donc, que tu t'en fous de gagner ou pas gagner. Est-ce que tu as une prime en plus en cas de victoire, c'est possible? Je sais pas. Tout dépend du salaire de base. Hein. Ouais. Il y en a peut-être après, tout dépend de comment tu t'es arrangé avec l'organisateur. Ça, c'est une autre histoire. Là, on parle d'après. C'est bien, c'est qu'avec les galas, justement, ça peut faire une petite transition. C'est qu'on parle de contrat, quoi. C'est des contrats, c'est des primes. Est-ce que tu peux négocier ta prime? Est-ce que ta notoriété peut faire en sorte que ta prime soit plus importante qu'une autre? Probablement. Donc ça, faut voir, parce que on sait que sur certains galas type EBI, tu gagnes, t'as la prime. Rodolfo Vieira aussi, il a fait un gala il y a pas longtemps où il est revenu dans le monde du jiu-jitsu brésilien, où il avait fait son fameux combat contre Mohamed Ali. Là aussi, c'était sur un système de plusieurs rounds. C'était marrant. Donc lui pareil, il avait, c'est lui et sa sœur d'ailleurs, je crois, qui ont gagné en féminin et masculin, c'était très drôle. Ils ont gagné tous les deux la grosse prime. Je sais pas si les autres touchent quelque chose ou pas.
Mais, Je mais, sais pas. ouais, mais en tout cas, il y a peut-être d'autres événements, je pense Metamoris, Polaris, où là très clairement, c'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi, il n'y a pas plusieurs combats, donc je pense que chacun peut négocier sa prime en fonction de sa célébrité, de sa notoriété. Ouais, il y a de grandes chances. Donc, Il y a de grandes chances. et ça, c'est déjà un gros plus, hein, parce que si on parle d'argent, ce type de gala, effectivement, rapporte pas mal de thunes. De toute façon, il y a qu'à voir qu'il y a plusieurs personnes du MMA qui ont fait des combats dans ces galas. Je Ouais. pense pas que les mecs du MMA combattent gratuitement. Ils sont pas l'habitude. Ils sont surtout des mecs de l'UFC Ah non, je pense pas. qui Ouais. sont habitués à être quand même relativement bien payés. Donc je pense qu'ils ont un intérêt quand même à y aller. Ah, il y a un intérêt financier, je pense pas que ça soit pour la notoriété, parce qu'ils ont rien à prouver. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple de faire ce type de gala entre deux événements de MMA? Pourquoi pas? Souvent, c'était aussi beaucoup de mecs qui étaient peut-être en fin de carrière. Ouais. Dan Anderson, il y a qui d'autre encore? Jack Shield. Brendan Schaub. Ouais. C'est Brendan Schaub qui était contre Cyborg quand il a couru tout le combat. C'était pas contre Cyborg. Si, c'était contre Cyborg. Je sais plus. Si, c'était contre Cyborg. D'accord. Je suis quasiment sûr. Donc, il en a fait, parce qu'il en a fait plusieurs, lui. Il en a fait plusieurs. Il y a lui, oui, effectivement, il y a avait John Jones aussi dans sa période de creux. Ouais, quand il a fait un combat contre Dan Anderson. Contre Dan Anderson, oui, qu'il a Ouais. gagné. Lui, ça lui a permis sûrement de rester un petit peu aussi dans le game de la compétition pendant qu'il Ça était permet dans- de maintenir son image entre guillemets entre deux combats, C'est ça. de refaire parler de soi, Donc, surtout de là, prendre un petit billet, ouais. C'est d'affronter des tops en grappe. Ouais. Bon, là, pour le coup, Bon là c'était- non, mais là, pour le coup, c'était Ouais. pas le cas, mais ouais, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on voit des combattants de l'UFC qui font la DCC, on voit des combattants de l'UFC, certains qui ont fait aussi du circuit BJJF, surtout en Nogi. Mais ça restait en marge. Alors que là, on voit qu'il y a quand même un peu plus de gens qui se décident à faire les galas. D'ailleurs, là où on a vu John Jones, Dan Anderson et tout ça, c'était sur le Submission Underground. Maxime, magnifique accent toujours. Et ce format, je pense qu'il leur a plu parce que ça se passait aussi en cage. C'est un des rares événements de grappling qui se passe en cage, si ce n'est le seul. ouais. Après, je pense qu'il aura plu aussi parce qu'ils étaient l'un contre l'autre. Je suis pas sûr qu'ils auraient accepté de Jones, en tout cas pour le coup, je suis pas sûr qu'il aurait accepté un combat contre un pur grappleur pour perdre, quoi. Oui, je pense Contre que Dan oui. Anderson, le risque était quasi nul. Dan Anderson avait 45 ans ou quelque chose comme ça. Pas beaucoup de risques. Ouais, bon lutteur, mais pas forcément bon grappleur. On sait que John Jones, il a un bon niveau en grappling quand même, quoi qu'il arrive. Bon lutteur, ouais, bah Jones aussi. Jones aussi, Et donc, bon lutteur, ça fait des années que Dan Anderson ne lutte plus vraiment dans ses combats. c'est vrai. Donc il n'avait pas vraiment de risque. Et voilà, donc je suis pas sûr qu'il aurait accepté un combat contre quelqu'un d'autre. Ouais. Mais je pense que la cage aussi, ça leur parle. Parce qu'en fait, ils connaissent, ils savent comment gérer la cage, ils savent que c'est un outil. Ouais. C'est un outil, donc je pense que tu te dis, en cas de galère, je peux me relever, je peux aller jusque me mettre dos à la cage, C'est sûr. je peux l'utiliser en lutte. Je peux bloquer, Et je pense que c'est pour ça que ça a attiré pas mal de monde du MMA, cet événement. Il y a eu des grappleurs purs, parce que je me souviens que Gary Tonon, il avait participé, tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est pour ça que ça a attiré des mecs du MMA. Ça change complètement la physionomie d'un combat, hein. Là où tu peux, sur un tatami, te faire complètement allumer parce que tu peux pas, justement, tu peux pas te servir de la cage, tu peux fuir plus facilement, tu peux moins bloquer ton adversaire. Je pense que le fait de faire ça là, c'est rassurant pour Ouais. un mec dont la Oui. carrière se passe dans une cage. Donc, c'est sûr, c'est un outil pour lui. c'est un outil pour lui. Donc voilà. D'ailleurs, on parlait amalgame, submission only, et donc là on a vu que d'autres événements se passaient avec des points et on pouvait gagner au point. Ça me rappelle l'origine de toute façon de tout ça. Et Ouais. ça, je sais pas si je vais peut-être vous ramener plusieurs années en arrière pour les nostalgiques du grappling d'antan et du JJB d'antan. Mais le premier événement qui me vient à l'esprit quand je parle de gala et de chercher justement à changer un petit peu, à sortir du circuit BJF, c'est le Budo Challenge
qui était organisé par Rickson Gracie. On sait que Rickson Gracie, c'est un mec qui milite pour un règlement plus simple, on va dire. Pour un règlement plus simple et pour un retour à une efficacité dans le jiu-jitsu. Ne plus jouer l'avantage, mais plus essayer de finaliser et d'être, de pas chercher à tortiller et de venir et de faire des combats qui sont efficaces. On vient pour soumettre, quoi. On vient pour soumettre. C'est ça l'esprit. L'esprit originel du jiu-jitsu, tu me diras, parce qu'en soi, à la base, c'est de la self-défense, ça a été vendu comme ça, c'est quelque chose qui était dont les combats se faisaient aussi essentiellement avec des frappes à la base. Enfin, quand ils s'affrontaient, c'était bon. Il y a eu des premiers championnats du monde, il y a eu pas mal de choses. Mais avant ça, c'était du Vale Tudo, quoi. C'était du Vale Tudo avec les ICV, pardon. C'était IVC. Ouais, c'est ça. Mais je suis dyslexique un petit peu. Ouais, je vois ça. Ouais, mais c'est comme ça. On est fatigué, on rentre de vacances. Et donc il cherchait quand même à revenir à ce jiu-jitsu originel avec ce Budo Challenge. Dans ce Budo Challenge, on pouvait marquer des points sur chaque tentative de soumission. Donc ça aussi, ça peut changer la physionomie d'un combat. On retrouve ça aussi dans le Naga. Dans le Naga. Ouais. Bon là, ce que j'allais dire. C'est pas un gala, mais je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui se sont fait surprendre par. J'ai gagné des combats grâce à ce règlement. Ouais. Bah oui. Tu vois, où t'attaques une guillotte. Tu sais personnellement qu'elle ne va pas passer, tu forces, tu fais genre tu forces, l'arbitre te met ton point, tu gères. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ça rajoute. T'attaques une Kimura, tu sais, quand tu lances une attaque, tu sais si elle va passer ou pas dès le début. Tu sens que le mec, tu lui arracheras pas le bras, tu forces quand même. Après, à l'appréciation de l'arbitre, il te donne ton point ou pas. Ça fait partie du jeu. Ouais, après là tu niques le rêve de Rickson Gracie quand tu dis des choses pareilles, parce que au final là, ça veut dire que tu te sers de la soumission mais pas pour soumettre mais pour marquer des points. En fait tu joues le jeu de l'IBJJF, tu contournes, t'as un esprit IBJJF dans un esprit. Non, après c'est pour ça que je dis tout dépend de l'arbitre en fait, de l'arbitrage. Il y a des arbitres qui vont te donner plus ou moins le point facilement, tu vois. Il y en a qui vont, si tu fais une attaque, ils vont vraiment attendre que tu vas attaquer un juji, tant que le mec n'a pas le bras quasi tendu, t'auras pas ton point, tu vois. Ouais, qu'il faut que l'adversaire sorte dans la. Voilà, il y en a, tu vas juste te placer, ils vont te donner le point. Donc tout dépend vraiment de l'arbitrage. Ah, mais après, tout dépend de la soumission, puisque tu t'attaques une clé de cheville. Ouais, t'as juste à te placer, finalement, on peut pas savoir. Ah oui, tu te places, tu grimaces, tu fais comme si t'allais lui arracher la jambe. Le mec, même s'il sort, même s'il grimace pas lui de son côté, t'as quand même mis ton point. Ouais, c'est vrai, tout dépend de la soumission. Donc ouais, mais en tout cas voilà, donc l'originel c'était pas de la submission only. Il y avait toujours cette recherche de la soumission, mais c'était pas forcément du submission only. Là d'ailleurs on voit d'autres événements, le Kazai, on peut gagner au point, ça reste un gala, c'est sur invitation. Effectivement il y a toujours un système de savoir qui est le champion. En fait on fait plusieurs combats, comme pour le BI, il y a une ceinture à la clé, on fait plusieurs combats. Mais en tout cas, ça sort du cadre. On sait à l'avance qui sera présent. On en parlait avant d'enregistrer. T'as la fight card, quoi. Voilà. T'as une fight card. Tu sais quelles têtes seront présents sur ces événements et tu sais donc si ça va t'inciter à aller voir ou pas. On arrive sur un format un petit peu d'un gala de boxe, de l'UFC, Hormis pour les tournois dont tu parlais. Sur les galas type Métamoris, etc., t'as la carte à l'avance. Oui. Donc t'as le choix d'y aller ou pas, t'as le choix de payer ou pas pour voir ça. Et ça change aussi au niveau des combattants, je trouve. Quand tu sais qui t'affronte à l'avance, parce qu'ils le savent à l'avance, hein, oui, bien sûr. Ça change toute l'approche. Ah, dans ta prépa, c'est pas pareil. Déjà, t'as un game plan. Ouais. Ce que tu n'as pas forcément sur un circuit classique. Donc ça change toute la prépa. Les règlements, on en avait parlé, c'était pas les mêmes. Mais ouais, c'est intéressant c'est pour ça que c'est très difficile de comparer les niveaux entre les galas et les circuits classiques. Oui. Au-delà du règlement, les mecs en général savent qui ils affrontent. Donc il y a un game plan. Hors cadre de tournoi, quand c'est un gala simple, ils ont qu'un seul combat. Donc la gestion n'est pas la même. Oui. Faire un seul combat où on enchaînait 6 ou 7 de 10 minutes, c'est complètement différent. T'as raison de me parler dans ton verre. Ça va être Excusez-moi. pas mal au niveau du son, je pense.
Oui, complètement différent. Ouais, c'est parce que là, bon, effectivement, on a qu'un combat de 10 minutes, on peut se donner à fond On se donne dedans. à fond. C'est aussi pour ça, je pense que les combats ont l'air plus intenses. Oui. C'est parce que le mec, il en a qu'un, quoi. Donc il peut se permettre, il doit même, il est obligé de tout donner sur ce combat. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, est-ce que le niveau d'un combattant n'est pas faussé? On en discutait sur le fait que justement, vu qu'il y a une organisation qui met face à face deux combattants, est-ce que le choix des deux combattants n'est pas fait pour justement créer du jeu? C'est-à-dire soit une opposition de style, soit une opposition de niveau, entre guillemets, mettre quelqu'un qui serait peut-être susceptible d'être un peu meilleur que l'autre. Voilà, créer artificiellement quelque chose. Créer artificiellement quelque chose qui va matcher, quoi, qui va marcher. C'est tout l'intérêt de faire un bel événement, c'est d'avoir Un bon matchmaking, quoi. Mais dans tous les sports, finalement. Ouais. C'est le truc principal, c'est la fight card, quoi. Les oppositions, le niveau des combattants, voilà, faire en sorte que le jeu soit ouvert. Donc, faut bien choisir les combattants qu'on met en face. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens apprécient peut-être plus le fait de regarder ce type d'événement que de regarder le circuit IBJJF. Par contre, s'il y a bien un truc qui est revenu dans les commentaires que vous nous avez fait, c'est que vous appréciez, enfin déjà que c'est qu'une question de goût. Déjà, bon voilà, hein, il y a des gens qui veulent pas entendre parler des galas et il y en a qui veulent pas entendre parler d'IBJJF. C'est une question de choix. C'est Renaud CDK qui disait ça, c'est une question de goût. Il y en a d'autres qui l'ont dit, vous êtes plusieurs à l'avoir dit. Il y a Frédéric Rabert qui disait que c'était différent, que c'était pas le même objectif, ok, puisque il y a un peu moins de stratégie sur les galas que sur l'IBJJF, puisque bon, effectivement, il y a ce système de points qui diffère. On peut pas jouer effectivement à l'avantage. Mais pourquoi j'en venais là? Pourquoi? Oui, pourquoi? Ça, c'est la vraie question. Bah ouais. On est toujours là, parce qu'on part dans des divagations, mais pourquoi? Non, on disait que c'est ce qui a attiré du monde, parce que justement, le matchmaking était bien fait. On est d'accord. Vous êtes un mec qui pratique le sport. Vous êtes un mec qui ne pratique pas le sport, et qui va tomber sur un événement IBJJF, et qui va tomber sur un des galas. Sortie des sons à lumière, sortie de l'entrée, sortie des vidéos où on explique aussi qui fait quoi, d'où il vient, comment il s'est entraîné, de quelle académie, où il y a un historique de la personne, parce que ça aussi ça joue dans les galas. Le fait de connaître les gens, parce que souvent sur le circuit, de créer une histoire, où on a envie de suivre cette personne, on crée un lien, voilà, exactement, c'est exactement ça, un lien avec entre nous et ce combattant. Ça me rappelle, bon, ça n'a rien à voir, hein, je fais un petit aparté, mais pour ceux qui ont connu le Pride, pour moi c'était les rois dans ça. La vidéo de présentation qu'ils faisaient sur chaque combattant, elle était folle, et c'est pour ça que le Pride était numéro 1 à l'époque. Ils te créaient vraiment une sorte de manga, vraiment une histoire, mais voilà, il y avait le mec venu du froid, Fedor, le russe, il y avait Krokop qui avait perdu son père, il mettait vachement ça en avant, comme quoi il lui avait promis de réussir à prendre la ceinture, nanana. Il te crée vraiment des histoires avec les mecs, et pour le public, ça marche grave. Ouais. Ça marche grave. Et ça marche grave, et c'est pour ça que les gens, qu'on soit jiu-jitseros, grappleur ou novice, ou novice ou non puriste, entre guillemets, eh ben, il y aura un attrait. Alors que le circuit IBJJF, bon, à part le top ranking, souvent il y a des mecs qui sont un peu plus bas, on sait pas qui c'est, il y a peu d'intérêt, souvent en plus on va même pas s'attarder sur eux parce que sur les premiers tours, les mecs ils vont les rincer vite fait. Ouais. Je pense le pauvre mec là au World Nogi, premier qui a affronté Gordon Ryan qui se fait battre 47-0. Voilà, je me souviens pas de son nom, je me souviens juste qu'il a perdu 47-0. Bon, c'est pas, mais bon, je me suis pas attardé sur ces combats-là. Je me suis attardé sur d'autres événements, enfin en tout cas sur peut-être les combats qu'il y a eu un peu plus sur les phases finales, mais contre des plus grands noms. Mais voilà, on va dire que si t'es pas dans le top 5, si t'es pas vraiment passionné, si tu suis pas tout depuis le début,
bah, c'est compliqué, quoi. Moi, encore aujourd'hui, et pourtant je pratique depuis des années, et je m'intéresse beaucoup à tous les différents circuits. Il y a des fois, il y a des mecs qui sont certaines encyclopédies du sport qui me parlent de mecs, de noms. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Même des mecs qui connaissent toutes les ceintures bleues. Ouais, non, ça c'est non. C'est encore un autre niveau. Mais quand on prend même les frères Olivier, hein, qui disaient que de regarder un tournoi IBJJF sur Flow Grappling, bah ça les saoulait, quoi. Ils allaient pas regarder justement de la ceinture bleue, violette, marron, noire. Ils vont regarder quelques combats qui les intéressent, des catégories qui les intéressent. Ils vont sélectionner, mais voilà, c'est tout, quoi. Tu peux pas regarder tout un événement. Moi, je peux pas regarder toute une journée d'IBJJF. Ça dure 3 jours. Ça dure 2 jours. Déjà, ça dure plusieurs jours, on est d'accord. Mais même si tu prends que les ceintures noires, admettons, ceintures noires adultes, là, c'est sur une journée. Je sais pas si je pourrais regarder toutes les KT. Perso, je pourrais pas. C'est compliqué. Hein. Peut-être un peu plus en nogi. Bon, après, ça vient peut-être de ma sensibilité, mais le jeu est peut-être plus ouvert, il y a peut-être plus de choses Visuellement, c'est quand même à regarder, je trouve ça plus agréable. Ouais. Donc ouais, c'est peut-être... Mais même, tu regardes pas tout un événement IBJJF en nogi. Ouais, peut-être pas. Et par contre, on peut regarder un gala du début à la fin. Ouais. On peut regarder un Polaris du début à la fin, on peut regarder, et même arriver de regarder, puisque c'est la seule partie qui est visible tout de suite et où il faut pas payer la carte préliminaire du Polaris, par exemple, je vais la regarder avec plaisir, parce que je sais que ce sera pas des gens qui seront super connus, mais il y aura forcément du jeu. Et en plus, encore plus, d'ailleurs, sur les cartes préliminaires, ça on le remarque d'ailleurs dans pas mal d'événements différents, hein, sur les cartes préliminaires, les gens ils ont tout approuvé. Exactement. On en parlait justement, est-ce que plus ta cote est haute, plus ta prime est élevée? Et je pense que les mecs qui sont sur les cartes préliminaires, etc., veulent monter. Bien sûr. Veulent se faire un nom. Bien sûr. Je pense aussi que ce type d'événement, ça peut, entre guillemets, construire des stars. Ça peut mettre en avant, mettre la lumière sur quelqu'un. Ouais. Ils peuvent faciliter la montée d'une personne. Le mettre en lumière, on va faire une grosse promo sur lui. Le matcher sur des combats intéressants, mais où potentiellement il a plus de chances de gagner. Ouais. Après, on rentre dans un business, quoi. Dans un business, qui se rapproche un peu du MMA, dans le sens où on peut faire monter quelqu'un très rapidement. Très très rapidement. Et puis là, ça peut créer des professionnels, un peu plus de professionnalisme et de gens qui peuvent vivre du jiu-jitsu ou du grappling. Des mecs qui, par exemple, n'auraient jamais pu véritablement en faire leur vie. Parce que, on va pas se mentir, sur le circuit IBJJF, bon, il y a le sponsoring, ok, sur les mecs qui gèrent pas mal. Bon, c'est souvent des équipementiers, hein, c'est souvent Kings, c'est vraiment des mecs qui vendent des kimonos. Il y a un peu de sponsoring nutrition. Et après, ceux qui gagnent vraiment bien leur vie, c'est le top du ranking parce qu'ils ont une prime qui est versée par l'IBJJF. Donc, plus les stages, plus... Oui, après, quand tu as la notoriété, effectivement, tu donnes des stages, des séminaires, enfin, t'as là-dessus, y a pas de souci. Mais il faut encore être dans le top. Ouais. En fait, si tu dois payer un stage avec quelqu'un, tu vas choisir forcément, et pourtant, c'est pas forcément celui qui t'apportera le plus. C'est vrai, en plus. Mais tu vas choisir la célébrité. Tu vas choisir le mec qui est dans le top. Par contre, avec ce type de gala, et là on ouvre la porte peut-être vu qu'il y a une médiatisation et que voilà, c'est filmé, retransmis, on rentre dans un cadre vraiment plus du show, justement, du spectacle. Là, on va pouvoir peut-être attirer pour des gens des sponsors différents. Ouais. Je sais pas, j'ai une bêtise, mais c'est vrai que tout à l'heure tu me parlais de Burger King, qui avait sponsorisé Anderson Silva, c'est ça? Il me semble que c'était Anderson Silva. Ou Jones ou Anderson Silva. Mais peut-être Anderson Silva. Qui a une grosse tête, quoi. Ouais. Mais on voit des mecs qui arrivent avec des écouteurs Beats by Dre. On voit des mecs qui ont des canettes de boissons à la main, Monster ou n'importe quoi. Là, on ouvre d'autres sponsors. La visibilité aux d'autres sponsors et donc à plus de monde aussi. Donc c'est une bonne chose. Je pense que vraiment ça va pouvoir faire que du positif bon, ça c'est un sujet on en a déjà parlé, mais parce que pour moi je pense que c'est important. On peut pas vraiment vivre aujourd'hui, sauf si on est vraiment super fort, on peut pas vraiment vivre de notre passion, et je pense que ce type d'événement et la multiplicité de ce type d'événements vont faire que
que plus de monde pourront avoir leur boulot, ça sera le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, et surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas vraiment de concurrence avec l'IBJJF. Non. Parce que le top, justement... Reste à l'IBJJF. Exactement. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question du pourquoi. Pourquoi c'est boycotté? Pourquoi est-ce que finalement ils gagnent suffisamment d'argent? Ils n'ont pas besoin forcément d'aller ailleurs? Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas mal de choses à perdre, dans le sens où si jamais ils perdent face à des mecs, parce que le règlement, ça peut arriver. Voilà, la clé de talon par exemple, ça peut changer complètement la physionomie de la combat. Quand Dinister remet la clé de talon à Rodolfo Vieira. Ouais, à la DCC. Alors ça, bon, tu me diras, ils peuvent perdre aussi à la DCC, parce que la clé de talon est autorisée. Ils peuvent perdre à la DCC. Ouais. Après, ça reste une compétition, c'est moins médiatisé, c'est encore regardé par des puristes, donc les gens connaissent leur niveau et vont peut-être pas, les remettre en question tout de suite. Ça peut arriver de perdre. Bon, ça arrive à tout le monde. Personne ne reste invaincu, et surtout pas dans le jiu-jitsu brésilien. Enfin, franchement, autant en MMA, un mec peut finir une carrière invaincu, et encore c'est rare. Encore. Non, mais c'est rare. Mais en tout cas, t'as des mecs qui font, qui peuvent rester très longtemps invaincus. En jiu-jitsu brésilien, c'est compliqué. Alors il peut y avoir des mecs qui restent des années invaincus. C'était justement là, dans le dernier podcast des frères Olivier, il disait pour Michael Langui qui était resté 3 ans, je crois, sans avoir perdu un combat. C'est énorme. Mais il a fini par perdre. Ouais. Il a fini par perdre. Il y a toujours un moment où un mec va débarquer. En fait, ce qui est bien avec le jiu-jitsu brésilien, c'est qu'il y a des nouvelles têtes qui arrivent très souvent. Alors ça, par contre, c'est un gros avantage de l'IBJJF parce que c'est ouvert à tous. Là, t'es pas invité ou quoi que ce soit. Et effectivement, t'as des nouvelles têtes qui arrivent tout le temps, des nouvelles ceintures noires. Je pense à Meregali qui est arrivé. Dès qu'il est arrivé, boum, il a changé la donne, quoi. Il a redistribué les cartes. Il a battu Leandro Lo, attention, Leandro Lo, c'est un mec qui a survolé plusieurs catégories. Ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Tout le monde le sait. Et il s'est fait battre par Meregali. Donc, et puis il y a d'autres têtes qui arrivent. Et d'ailleurs, il y a des mecs que j'ai découverts. Me demandez pas les noms, j'ai un vrai problème avec ça. Des fois, j'ai du mal à me souvenir du mien. Mais j'ai découvert des mecs sur l'ACB que j'ai pu après suivre justement sur le circuit IBJJF. Ouais. Ça l'a mis en lumière. Pour moi, en tout cas, ça l'a mis en lumière parce que j'ai vu que le mec, mais il avait battu. Alors, je me souviens plus de son nom. Putain, c'est un vrai problème. Un jeune, incroyable. Un jeune qui avait battu. D'ailleurs, la première fois que je l'avais vu, il avait battu Braulio Estima. J'avais halluciné, je me suis dit que Braulio il allait survoler le combat et puis finalement il s'était fait battre salement en plus. Enfin c'était vraiment une domination. Une domination. Alors après tu te dis bon c'est peut-être un coup de chance, effectivement Braulio il est plus au top de sa forme, voilà, et puis il a vieilli quoi, c'est plus l'élite, même s'il est encore très bon. Mais après, je l'ai vu encore gagner d'autres combats contre d'autres adversaires, des mecs chauds. Je dis, oh là là, lui, c'est pour ça que je m'en veux de pas vouloir vous dire qui c'est, mais c'est pas grave, vous rechercherez, avec les éléments que je vous ai donnés. Moi, normalement, on trouve. Vous trouverez. Normalement. Et donc ce mec-là, il a été mis en lumière pour moi, non pas sur le circuit BJF, pour moi, hein, mais via un gala, via l'ACB. Ouais. Donc voilà. Mais donc c'est la preuve que pour ceux enfin, effectivement, on a du mal à se dire est-ce que le niveau est aussi fort ou comparable à l'IBJJF dans les galas. Bah, je serais tenté de dire que sur certains galas, c'est le cas. Parce que ce mec-là, par exemple, il brille aussi sur le circuit IBJJF. Mais est-ce qu'il gagne? Bien sûr. Oui, il gagne. Non, il fait des bons résultats. Il fait partie de ceux. J'ai du mal à pas me souvenir de son nom. Il fait partie de ceux justement qui sont regardés de très près par les experts un petit peu du jiu-jitsu brésilien parce que justement c'est l'avenir, quoi. Ouais. C'est l'avenir et c'est un mec qui. Après c'est un mec. Proportionnellement, est-ce que voilà. Oui, parce que c'est lui qui me vient à l'esprit. Ouais. Mais il y en a d'autres. Bon, on reprend toujours le Gordon Ryan, mais Gordon Ryan, lui, c'est pas sur le circuit BJF qu'il a brillé au début. Ouais. Il a brillé sur le BI. Après, il a brillé sur d'autres événements. Il a fait le quintet. Il a soumis tout le monde.
C'est comme le quintet, tant que tu soumets, Tu restes, tu restes. tu restes sur table. Ah, mais le mec, il a soumis tout le monde. Et aujourd'hui, bah, il a gagné les Worlds, il a gagné la DCC. Donc t'as des mecs comme ça qui émergent. Craig Jones. Craig Jones, personne ne savait qui il était. Bah, le mec, il a soumis Leandrolo. Ouais. Dis donc, Leandrolo, il va falloir que tu te ressaisisses quand même, mon gars. Donc finalement, ces gars-là, ça construit des champions. Ouais. Pour le public, en tout cas. Mais ils assurent derrière, les mecs. C'est pas juste du pipeau. Non, il confirme. Ils confirment. Ouais, il confirme. Jeremiah Vance, c'est un mec qui a été, lui, connu parce que... de Tennis Planet. Pour ses soumissions incroyables. Non, tu prends une soumission de Jeremiah Vance, t'arrêtes ta carrière. Le sport. Bah oui, tu vas jouer au ping-pong. Mais oui, au curling. Incroyable. C'est le mec, il est là, il te plie en 12 et il te renvoie par la poste. Et tu lui passes la garde, il arrive à te mettre un triangle de tu sais pas où et il t'endort. Et ça, il le fait aujourd'hui sur le circuit BJJF. Alors effectivement, il n'est pas encore dans le top et tout ça, et c'est encore tout récent. Il a eu sa ceinture noire il n'y a pas longtemps en plus, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin bon, c'est encore récent. Il s'est mis tardivement, parce que c'est un skater lui à la base. Il s'est mis tardivement dans le jiu-jitsu brésilien. Lui qui a brillé à l'EBI au début, c'est ça? Moi, je l'ai découvert au Fight to Win, mais je sais pas s'il a brillé à l'EBI, je sais plus. Il me semble, je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, moi, je l'ai découvert au Fight to Win, justement, quand il a mis cette fameuse soumission au mec où il l'a pris en omoplata, replié sur lui-même. Ah, était folle, ça. Ouais, le mec ne pouvait même pas taper, il a crié, quoi. Non, il pouvait rien faire. Et le mec, il pouvait rien faire. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'une fois qu'il a relâché la soumission, bon, ça a pris un petit quart d'heure, le temps qu'il déroule toute la soumission, tout le processus, le mec s'est mis à plat ventre. Il s'est mis à plat ventre, mais comme s'il était décédé, quoi. Les bras le long du corps, la tête dans le tapis. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rentrer sous terre. Tu peux pas. Tu rentres dans ton académie, même si on te dit, ouais, respect, y aller, tout le monde s'est foutu de ta gueule, c'est pas possible. Et lui, on sait que, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il va faire parler de lui. Il va faire parler de lui. Il avait gagné le tournoi de Paris. Non, il fera parler de lui, c'est sûr. Et c'est des mecs qui viennent très clairement de ces événements-là. Ouais, de Tennis Planet, lui. Tennis Planet, la meuf de Cyborg, Maggie, je sais pas comment, elle gagne au fur et à mesure. Bon, là, je la suis parce que c'est la meuf de Cyborg, entre guillemets, mais là, elle vient de gagner, elle vient de passer sa marron, elle vient de gagner les Worlds, enfin, elle a gagné les Panam, les Worlds. Tu suis sa meuf. Il va être content. Ah bah il va me mettre 2-3 teutards. Visiblement c'est son habitude. C'est son arme. Mais non mais parce qu'ils sont tout le temps ensemble, ils sont croque-love comme je suis Cyborg en fait, ils sont tout le temps tu sais, ils se font de la pub mutuellement. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, elle là en bleu et en violette, elle a tout gagné. Les Panam, les Worlds, Guy, no Guy, enfin bon en tout cas, et là elle passe marron, on va voir si elle confirme. Bah elle aussi, elle a confirmé sur le Fight to Win. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui combat là-dessus. Parce qu'il laisse la chance, ce qui est bien avec cet événement-là, c'est qu'il laisse la chance à des gens qui ont des grades moindres. Je crois qu'à partir de la violette, tu peux combattre. Donc okay. En tout cas, on peut t'inviter. Mais par contre, il y a des soumissions de fou. Et ça va très souvent à la soumission sur ces gars-là. Ouais. Il y avait aussi, il y avait eu un combat fabuleux là-dessus. Je crois que c'était Gary Tonon contre Eiji Agrazam en kimono. Gary Tonon avait gagné par soumission. Gros combat, je me demande si c'est même pas sur ce gala-là où Eiji Agrazam il avait pris le chassé dans le dos là. Eiji Agrazam, ce mec est fou. Ce mec est fou. Ce mec tout. Tu vois, ce mec c'est un pur produit gala quoi. Il ne peut que marcher, on est obligé de parler de ce mec. Ouais. Et pourtant, bon, même si... Il a pas un niveau... Enfin, il est très bon. Hein. Il est très bon, non, mais il arrive en tout cas souvent sur les podiums, si mes souvenirs sont bons, sur les podiums en IBJJF. Bon, alors il est pas champion du monde, il est pas... Mais en tout cas, il fait partie des gens qui sont mis en avant sur le circuit IBJJF. Ce mec sur les gars-là, il fait que des combats de fou, quoi. Victoire aux défaites. Oui, parce qu'il lâche que des défaites en tête quasiment. Il lâche rien. Non, j'ai des victoires, j'ai des victoires. Je mens. Ah, t'es dur avec lui. J'ai des victoires. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un pur produit de gala, tu vois. Ouais. Et ce mec-là, il va attirer du public. Mais grave. Mais oui, tu vois ce mec-là, c'est l'homme que t'as envie de détester. Alors déjà, c'est l'homme que t'as envie de détester parce que tu vois que tout le monde le déteste. C'est le bad boy. En plus, il fait pas mal de vidéos. Moi, il me fait très rire. Il y a une vidéo que j'ai vue de lui il y a pas longtemps où quand t'es pratiquant de jiu-jitsu brésilien, le mec il rentre dans l'ascenseur, il salue. Il rentre dans un magasin, il salue. Et partout. Mais c'était marrant. Tu vois avec ses lunettes de soleil, son bonnet, et puis il faisait des saluts japonais partout. Il me faisait trop rire.
Donc, mais le mec justement se met en avant et met son image en avant, mais justement dans l'objectif gala. Et quand il fait des combats, alors ouais, il parle, ouais, il gueule, ouais, il insulte, Mais c'est ouais, la guerre. mais c'est la guerre. Et pour le soumettre, faut y C'est aller. ça qu'on Hein. veut sur les galas. On veut que ça Attends, bouge. Pour le soumettre, faut y aller. Faut vraiment se donner à 300%. Avec son truc où il met son protège-dents sur l'oreille Oh à chaque là fois. Et comment il fout la haine. C'est Daniel Je sais Strauss là qui Ah, avait c'est jeté lui, son une espèce de protège-dents. teutard pour Non, balancer il avait pris le protège-dents, il l'avait jeté dans le public. Ce combat était fou. Ce combat, il était vraiment fou, surtout Daniel Strauss, lui, il est dingue. Lui aussi, il fait beaucoup de galas, beaucoup de compètes. Je sais pas si on le voit vraiment sur le circuit BJF, mais son entraînement, il est... Alors lui, pareil, hein, il tord des fers à cheval, il fait des trucs de ouf. Il explique comment il travaille sa force avec un fer à cheval, avec des Il a trucs une comme tête ça. à faire ça, de toute façon. Mais Je oui. le connais pas. Hein. Ouais, non, mais... J'ai vu sa tête contre mais moi j'ai vu à ses doigts. Grazam, hein. J'ai vu ses doigts surtout et j'ai flippé. Donc voilà, et voilà, vous voyez, regardez, ça fait, je sais pas, presque 1 heure qu'on parle de tout ça. On parle avec plaisir des galas. Il n'y a pas d'ennui. Par contre, quand on parle du circuit BJF, bon, c'est bien, on peut parler des combats. Il y a des combats où il y a il y a une tension. Tu peux avoir des très beaux des combats aussi combats. en IBJJF. Hein. Mais bon, il faut se taper pas mal de combats chiants avant de tomber sur ce bon combat. Ouais. Alors que sur les galas, t'as de quoi faire. Je repense à Dinister contre Xand Ribeiro. Mais parce que c'est le but. Oui. En fait, ils ont pas le choix, concrètement. Ouais. Ils ont pas le choix. S'ils ils se plantent sur 3 events d'affilée, je te donne un exemple. Hein. Oui, ils sont plus invités. Yes, non mais le gala, s'il fait un flop sur 3 events, il fait 3 cartes nulles, c'est fini, les gens veulent plus en entendre parler. C'est vrai. C'est vrai. Donc ils ont pas le choix. Ouais. Non, et puis t'as des combats d'anthologie. Je repense à Gary Tonon contre Tanquinho, Rosemar Parales. Le combat, attends, tout le monde voulait voir ça. Incroyable. Le mec, il est là, les deux spécialistes de clé de talon, sauf qu'il y en a un et t'as l'impression qu'il a mangé l'autre avant de venir sur le tapis. Un tronc. C'est fou. Et on voit en plus que c'est Gary Tonon qui domine. Gary Tonon qui arrive à l'EBI avec sa pipe, sa casquette de marin, et ça c'est un truc que tu peux pas le voir sur le circuit BJJF. Et c'est pour ça que pas mal de monde disait qu'il y avait pas d'ennui. T'as pas d'ennui, c'est pas possible dans ces galas-là. Tu t'auras peut-être t'auras des combats peut-être un petit peu chiants, un petit peu cons, un petit peu où ça bloque et tout ça, mais dans la grande majorité, c'est quand même sympa. Après, ça a créé d'autres événements qui sont un peu plus... Est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ces événements? Je pense au combat Jiu-Jitsu. En venir, ouais. Voilà, l'hybride grappling MMA. D'ailleurs, il y en a un qui a bientôt lieu là. Dans les semaines qui vont venir, je crois que c'est fin Gordon janvier, Ryan, début février. Verdum, Vinny Magalhaes et Yuri Simoes, je crois. Et si je dis pas n'importe quoi. Donc ouais, ça va être fou. Ça va être donc fou. Le règlement, c'est quoi? Règlement, c'est quoi? Franchement, j'ai jamais pu regarder. J'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. J'aime pas. J'ai vu des images. Ouais. Et je regarderai pas un événement de ça, tu vois. Alors, mais celui-là, je vais le regarder. Mais voilà. Mais voilà, tu m'as dit, je suis là en train de regarder en tout à l'heure. c'est ça le truc. Je Mais pense bien sûr. On n'a jamais eu des combattants qui nous attiraient pour voir ça, tu vois. Ouais. J'ai envie de voir Gordon Ryan avec ce règlement. Ben c'est ça. Contre Verdum, qui Mais vient c'est ça. du MMA. Contre qui est un Verdum. grand champion de JJB. Vinny l'a battu à l'ACB. Ouais. Donc, il avait dit que les clés de jambes, ça marchait pas. Exactement. Bon, après, les clés de jambes, ça marchait pas, mais parce qu'il n'y avait pas la clé de talon. Parce que c'était l'ACB, c'est quand même le règlement IBJJF. Donc, effectivement, là, c'est le règlement EBI avec frappe. Frappe main ouverte. Donc, c'est des gifles. KO autorisé. Donc, effectivement, j'ai jamais vu l'intérêt de ce format-là. Ouais. Je trouve que ça casse le jeu. Là où on peut voir du beau grappling dans l'EBI, parce que ça roule, parce que il y a vraiment les mecs tentent, sautent sur des soumissions. Il y a vraiment un truc. Sur ce format EBI, moi j'ai toujours été intéressé par cet événement-là. Contrairement au... Enfin, je regardais aussi bien sûr le Metamoris, je regardais le Polaris, mais il y a beaucoup de gens qui jouaient le match nul. Quand ils voyaient dans les premiers temps que ça allait être compliqué, souvent ça gérait, ça bloquait, tout ça. Le BI a mis un peu un coup de boost à tout ça, dans le sens où là, il y a forcément un vainqueur. Il n'y a pas le choix, ouais. Et c'est parce qu'on te met dans une position de merde à la fin. Soit il y a 2 positions possibles, donc c'est soit le dos, soit le juji. Soit le juji. Juji défendu, et donc l'idée c'est soit le mec soumet, celui qui a la position. Crois, non ouais.
T'as 3 minutes pour soumettre quand t'es dans le dos. Oui. Donc t'as 3 minutes pour sortir également, pour celui qui est pris. Bah, c'est ça en fait le format. C'est soit tu sors, celui qui est pris il sort, celui qui prend il doit soumettre. Voilà, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de point à marquer, c'est pas je reprends la montre ou quoi que ce soit. Et c'est celui qui sort ou qui soumet le plus rapidement qui est déclaré vainqueur. C'est ça. Et même si tu te fais soumettre, tu as. Alors, à moins que tu sois en deuxième, enfin, il y a premier, deuxième. D'ailleurs, je crois qu'ils jouent ça à pile ou face, où c'est déterminé à l'avance. Et si t'es le premier, parce que c'est à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, je crois qu'ils ont. C'est sur 3 passages, et après, ils font le cumul du temps. Mais celui qui a mis le moins de temps, il a gagné. Et si c'est toi en premier qui passe et que tu te fais soumettre, si tu soumets ton adversaire avec moins de temps que lui il t'a soumis, Ouais, tu gagnes. tu gagnes. Donc, C'est ce qu'ils avaient fait en France, là. J'ai vu le gars là. oui, de Hakim Aïtouaret qui a fait ça, justement, un sub-only sur ce règlement-là, avec Nicolas Blumenthal. Il y a eu pas mal de monde, Sofiane Bouquezer. Il y a eu qui d'autre encore? Celui qui a gagné, j'ai plus son nom. Alors, c'est un c'est Belge. pas un. Ouais, c'est Alan Sifu, je crois. Ouais, Quelque chose comme ça. un truc dans le genre, j'ai plus son nom, je vous ai dit, j'ai un problème Ouais. avec les noms. Il y a aussi eu un tournoi féminin, il y a eu Laurie Sauvage, il y a eu, comment elle s'appelle, Shaima, c'est quoi son nom de famille? Je sais pas. Shaima, je sais pas, je crois que c'était ça. Saifi, je crois. Ouais, non, je pense que c'était, je sais pas. Il y a eu la meuf aussi de Cicero, qui avait fait la Supreme League. Et qui là a remporté donc cet événement-là. Et je crois qu'il y avait 2000 € à la clé d'ailleurs. Pour les hommes, il y avait 2000 €, il me semble. Mais je crois que pour les femmes aussi. Je sais pas si pour les femmes, il y avait 2000 € aussi, étant donné qu'elles étaient moins. Je sais que 4. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait une grosse prime à gagner. C'est la première fois, je crois, qu'il y a une prime aussi grosse à gagner en grappling en France. Moi, le VLB, c'est pas mal aussi. 1005, je crois. C'est pas un gala. Ouais, c'est pas un gala. Ouais, non. C'est l'absolute sur l'événement, mais c'est pas un gala. Sur un gala, oui, c'est voilà. Clairement la plus grosse prime. Donc plus grosse prime, et ils avaient pris le règlement justement de l'EBI. Et c'est pas mal. Il y a aussi un autre gala aussi en France qui est un peu sur le même schéma, c'est l'HBI. L'HBI aussi, c'est à la soumission, et puis là par contre c'est si au bout des 10 minutes on n'a pas soumis, il y a 5 minutes supplémentaires pour il y a des points. Non, il n'y a pas de points. Chaque tentative de soumission rapporte un point. point. Celui qui a mis le plus de tentatives ou qui a soumis a gagné sur les 5 minutes supplémentaires. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, petite parenthèse, big up à la mère de la meuf de Cicero Costa. J'en pouvais plus. Comment rester concentré? Mais même elle, comment elle a fait pour rester concentrée quand sa mère, elle faisait des you-you dans tous les sens et qu'elle était là en train d'hurler. Mais tout le monde, elle coachait. Elle faisait que répéter ce que disait le coach d'en face. Non, c'était magnifique. Ça, je ferme la parenthèse. Donc, on était sur le combat Jiu-Jitsu. Et le combat Jiu-Jitsu, ouais, je vois pas trop l'intérêt à la base de ce format-là. On arrive sur les mains ouvertes, ça me rappelle un peu l'époque de Basse-Rutten et tout ça, et du Cancras. On sait que c'est efficace. Le KO est autorisé. On sait que le KO est possible avec ça. Le KO est possible, et au-delà de ça, ça bloque vachement le jeu, quoi. En tout cas, pour tous ceux qui ont déjà tourné avec des frappes au sol, ouais. Même minimes, même des petites frappes, ouais, même des petites ça frappes. bloque tout pour quelqu'un qui n'est pas habitué à en prendre. C'est ça. Alors ouais, quand on regarde, si on regarde bien, Werdum fait du MMA. Werdum, c'est son métier de prendre C'est des son coups. métier. Vini, Il fait du MMA. Yuri Simoes, ouais, je vous l'ai dit à la portugaise, j'ai un meilleur accent qu'en anglais. Il fait du MMA aussi, je crois. Et Gordon Ryan, c'est le seul qui n'en fait pas. Il s'entraîne. Mais il en fera. Je suis persuadé qu'il en fera. Bien sûr qu'il en fera. Il y viendra. Je pense qu'il veut partager l'histoire avec Gary Tonon. C'est logique pour lui. Il s'entraîne. Ces formes de gala aussi, je pense que c'est un tremplin vers le MMA. Ouais, non, mais puis même il s'entraîne, hein, parce que je le vois là sur Instagram où il met les gants, il boxe, on voit qu'il cherche en tout cas il se prépare pour du MMA. Alors est-ce que c'est par plaisir, est-ce que c'est histoire de changer un peu, ou est-ce que c'est vraiment dans un objectif professionnel? On le saura bien assez tôt, je pense. Mais parce que je pense qu'il a encore des choses à faire. Il avait déjà parlé d'être champion du monde en gi. Bon. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Voilà. Est-ce qu'il va faire les deux en même temps? J'y crois pas trop. Mais c'est vrai que là où je l'ai vu beaucoup tourner en gi,
En fait, je sais pas s'il a gardé cette idée. Je suis pas dans ces petits papiers. Mais il y a eu un moment où je le voyais beaucoup sur Instagram tourner en gui. Il y avait beaucoup de vidéos de lui comme ça, petites vidéos promotionnelles, que je dis promotionnelles parce que comme il avait vendu l'histoire de tourner en gui, bon, on le voyait. Mais là, ces derniers temps, je le vois plus. Je le vois avec des gants de boxe, je le vois dans une cage, je le vois avec des combattants de MMA, je le vois beaucoup avec Gary Tonon justement à ce niveau-là. Ouais. Bon, je pense que le chemin va plus vers le MMA que vers le gi. Maintenant, peut-être que pour lui, c'est un test. Hein. Peut-être que le combat Jiu-Jitsu là, qui va faire cet événement-là, c'est peut-être un test. Parce que là, il va affronter du lourd. Tout le monde veut sa peau. Tout le monde veut sa peau, c'est ça le truc. Ah ouais. C'est que... Donc, bon, il communique hein, dessus. Hein. Mais pour l'instant, bon, après, on n'est pas encore aux portes de l'événement, mais je le vois pas fanfaronner comme il fait d'habitude. Ouais. Il est beaucoup plus timide sur sa promotion à ce niveau-là. Parce que ça change tout. Et quand t'as jamais pris des frappes sur un véritable événement, parce que l'entraînement et le gala, c'est quand même deux choses différentes. Ah, des frappes de poids lourd, ça pique en plus. Un Verdum. Ouais, il a des paluches. Il fait flipper. On parle d'un mec qui était champion de l'UFC quand même. Qui a été champion de l'UFC, on parle d'un mec qui a battu Fedor. Velasquez, qui a battu tout le monde. Qui a battu tout le monde, qui est capable de battre tout le monde en MMA. Peut-être plus maintenant, mais... Oui, mais il est allé à la grande époque. Ouais. Donc ouais, c'est un pari risqué pour lui. Hein. Mais justement, voilà, et la beauté de la chose, c'est que un événement qu'on n'a pas envie de regarder, en général, et ben si le matchmaking il est bon, ouais. Et ben on va le regarder. En tout cas, si on regarde pas tout l'événement, on regardera au moins ces combats-là. Donc, et d'où ce qu'on disait sur la fight card. Tu sais que ça va avoir lieu, tu sais que c'est tel combattant, t'as le choix de regarder ou pas. Voilà, tu vas regarder. Donc ouais, non, c'est intéressant. Ce qui va aussi en parallèle avec ces gars-là, c'est comment dire, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est Eddie Bravo qui fait ça. Il fait une sélection de ses combattants, parce qu'il a plusieurs académies. Et ça, je vous invite si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube, à Eddie Bravo. Il fait des présélections. Ouais. Et celui qui gagne accède au tournoi. En fait, il laisse la chance à tous ses élèves de toutes les académies de venir. Enfin, bon, il y a une présélection à la base dans chaque club, hein, mais de venir, de s'inscrire à ces présélections. Il filme ça. Ça dure à peu près 3 heures en général. Et là, ils l'ont fait pour le quintet, je pense. C'est pas mal. Ils l'ont pas marqué, mais le format qu'ils ont fait, c'était 5 équipes, ou 4 ou 5 équipes, et j'ai pas fini de regarder encore. Ça soumet beaucoup. Les mecs donnent du jeu, quoi. Ouais, on sent qu'ils ont vraiment envie d'y aller. Ouais. Donc ils donnent du jeu, on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est filmé de très près. Parce que ça se passe dans son académie, dans son headquarter, là. Donc ça se passe, là, c'est filmé vraiment de très très près. J'aime beaucoup regarder ça. Ça m'apprend beaucoup. Parce que moi, je pense qu'on apprend plus en regardant des compétitions et des combats qu'en regardant de la technique pure. Parce qu'on sait ce qui marche et comment ça marche. Donc, et ça m'apprend beaucoup. Et franchement, ça, c'est vraiment un événement. En tout cas, des vidéos que je vous invite à regarder parce que c'est plutôt pas mal. J'ai déjà regardé un peu. Et ça vient en lien avec ces gars-là. Parce qu'on verra pas les mecs faire des présélections dans leurs académies. On verra pas la Gracie Barra, par exemple. Je parle de la Gracie Barra parce que c'est peut-être la plus grosse académie en termes de nombre de personnes, de pratiquants. On les verra pas faire des présélections pour savoir qui va aller aux Europes ou qui va aller au World. Ouais. Non. Pas pareil. Maintenant, il y a un système de points, mais ça se passe sur des Open. Enfin, pour les Blacks, les Black Belt. Mais en tout cas, ouais, on voit pas ça. Ça amène, pareil, ça amène de l'attrait parce qu'on se dit, ce mec-là, qui a gagné là. Bon, on le suit, entre guillemets. Bah oui. L'histoire, elle commence à partir de là, quoi. Exactement. Ça crée, voilà, c'est ça. Ça crée le début de l'histoire. Organisateur. Ça change. Il est organisateur. Oui. Donc, je pense qu'il pense à tout ça. Bien sûr. Le fait de faire monter des gars tout en bas, les filmer dans leur montée. Il pense à tout ça. Il y a vraiment un côté business. Mais lui, de toute façon, je pense qu'il a vraiment tout compris dans le sens où même son combat Jiu-Jitsu, je pense qu'il a conscience que les gens
Enfin, déjà que ça fait parler, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en parle, ça c'est sûr. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Mais il se revendique du jiu-jitsu le plus efficace à mettre en place en MMA. Ouais. Donc, le fait de faire cet événement-là, c'est de mettre en avant aussi peut-être ses combattants à lui, son académie, sa manière de faire, et faire en sorte d'attirer du monde, des combattants de MMA chez lui. D'ailleurs, il y a beaucoup de combattants de MMA qui s'entraînent avec lui. On le voit. Je sais pas s'il y en a tant que ça. Ah, il y a Tony Ferguson. Ferguson qui vient d'avoir sa ceinture noire chez lui. Si, il y en a pas mal. Enfin, alors peut-être qu'il les met pas assez en avant, mais Korean Zombie. Ah ouais? Je savais pas. Korean Zombie, il gagne un de ses combats sur. Enfin, il fait beaucoup de rubber guard et puis il gagne un de ses combats, je crois, sur. Ouais, mais après, tu vois, un Nick Diaz travaille beaucoup en rubber guard et pourtant il est pas chez Tennis Planet. Oui, mais au final. Il est Gracie Barra. Oui, parce qu'il est resté Gracie Barra, parce que c'est un mec de la Gracie. Gracie Barra. Je crois aussi. Carlson Gracie. Ouais, non, mais je crois aussi. Ouais, non, mais il est Gracie Barra. Ah ouais, Garçon Gracie. Ouais, en tout cas, je sais plus. Enfin bon, je sais plus si. Parce que je sais plus. Je Bref. vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, il est pas Tennis Planet. Il est resté dans son académie, mais au final, celui qui a créé la rubber guard, c'est qui? C'est Eddie Bravo. Donc finalement, il lui fait un clin d'œil. En travaillant en rubber guard, il a estimé que c'était une technique qui était efficace. Il a gagné un de ses combats d'ailleurs sur Gogo Plata. Oui, c'est de ce combat que je parlais. C'était contre Takano Rigomi au Pride, je sais plus lequel, un des derniers, si ce n'est le dernier. Ah oui. Et ça vient de qui? Ça vient de Mr. Eddie Bravo. Donc il y a quand même une reconnaissance de l'efficacité du style Eddie Bravo dans le MMA. Puisque même d'autres combattants, par exemple, qui ne seraient pas de... Shin Aoki, qui travaille énormément en rubber guard. Ouais. Ouais. Donc c'est une reconnaissance du style, du fait que la rubber guard est adaptée au MMA. Parce que tu limites tes frappes. Quand tu es en rubber guard, tu limites tes frappes. Tu limites les frappes. Ouais, après, je pense qu'il faudra faire un podcast sur ce sujet. Sur le JJB, ce qui fonctionne ou pas en MMA. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Parce que là, on va rentrer dans un autre débat. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était pour parler du combat Jiu-Jitsu. Et le combat Jiu-Jitsu, effectivement, je pense que sa principale utilité, c'est apporter du monde à l'académie Tennis Planet. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que la réponse est faite. Hein. La réponse, c'est que ça dépend de la fight card, en fait, finalement. Tout dépend de la fight card. Peu importe le règlement. Ouais. Après, tout dépend de la fight card, oui. Tout dépend de l'événement, tout dépend du règlement de l'événement. Moi, je sais que la CB, par exemple, au bout d'un moment, ça m'a saoulé parce que ça durait trop longtemps. Il faut une limite de temps, c'est vrai. Il faut une limite de temps. Tout dépend de ce qui est attiré, tout dépend des moyens aussi mis en place pour attirer les grands combattants. Je pense au Berkut, par exemple. Le Berkut, ça a attiré des gros combattants. Hein. Il y avait, on a eu, parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce qu'en fait, quand on regarde bien, il y a plusieurs événements. Il y en a beaucoup. Hein. Mais même en France, hein, tu as parlé de l'HBI, il y a le roll-up aussi. Il y a le roll-up, ouais. Le roll-up qui aura lieu encore la 3e édition au mois de mars. C'est pour moi un des meilleurs événements de ce type en France. Ouais, ça a été le premier. Non, ça n'a pas été le premier. Non, le premier, c'était le. Il y a quelques années déjà. Ouais, il y avait la SF. Il y a eu des galas. Il y a eu des galas. Je me rappelle que j'avais des DVD. J'ai retrouvé des DVD il y a longtemps de certains galas. Il y a un moment. Ouais. Il y a vraiment un moment. Il y avait le Clash des Champions. Il y avait la SF, il y avait le Clash des Champions. Il y avait le Clash des Champions, je sais qu'il y avait Deli Nsomboli qui avait combattu, il y avait Samir Ben Saïd, il y avait pas mal de monde comme ça qui avait combattu Fabien Brochetel, je crois qu'il avait combattu contre Ali Kormaz sur le Clash des Champions. C'est possible. Et l'ASF, moi j'avais vu un combat, c'était Zakaria Arabe contre Fernand Lopez. Ouais, ça me parle. Il me semble que c'était ça. Je suis presque sûr que c'était ça. Ils se sont affrontés déjà, ouais. Ils se sont affrontés. Il y avait Vincent Parisi contre Jeff Monson dans je sais plus quel événement. Oui, je crois que c'est sur la SF. Ouais, il me semble que c'est la SF. D'ailleurs, il y a eu un retour de la SF l'année dernière. Ouais. Il y a eu... qui était pas mal aussi. Il y a eu pas mal de monde hein, sur ces événements-là. Il y avait aussi... comment il s'appelle
toujours mon problème. Carla Moussou, il me semble. Ouais, Carla participe à la SF. Moussou, mais... Oh là là. Brésilien, américain, Non, un français. français. Un français, élève de Jeremy Idle, ceinture noire. Bref, voilà, toute l'histoire de ma vie. Voilà, je vous fais des faux jeux à chaque fois. Policier, David Baron. non. Ah, Mec du jiu-jitsu brésilien, ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, c'est le mec de Jeanne Rambert. Jeanne Rambert, je me souviens de son nom, voilà, mais je me souviens pas de... Qui fait des vidéos techniques. On fait un quiz. En vrai, je suis en train de lui faire un quiz pour que je teste ses connaissances. Je me souviens parfaitement de son nom, mais je teste ses connaissances. Il fait beaucoup de stages en Bretagne. Gaël Koadik. Non, mais non, beaucoup plus jeune que ça. Tu me dis policier qui fait beaucoup de stages en Bretagne. Ouais, non. Bon, Bref, c'est pas grave. Eh ben, tant pis pour vous, vous ne le saurez jamais. Pierre Pilat. Pierre Pilat, et voilà, c'est bon. Je suis un génie. J'ai réussi à lui faire cracher le morceau. C'est bon, il a un peu de connaissances quand même sur le monde du jiu-jitsu français, ça me rassure. C'est pourquoi ça m'est venu, parce que j'ai regardé sur YouTube, je suis tombé sur la prépa de Nicolas Régnier à ses premiers ADC, à son premier ADC, c'est la première fois où il a participé. Ouais. Et c'était Pierre Pilat qui faisait la prépa avec lui. Ah, ça m'étonne pas. Pierre Pilat, très très fort. Ouais. Très très fort. Il a fait la SF. Il était... je crois même que ça m'avait marqué, il était sponsorisé par Sebuten, il avait un espèce d'ensemble militaire là, Sebuten, ça m'avait marqué. Bon bref, on sort du cadre, là on parle de la mode dans le jiu-jitsu, on fera un sujet là-dessus aussi. Ouais, ça peut se faire. Donc oui, beaucoup de galas, mais c'est vrai que le roll-up, même si le premier événement était... Alors j'ai pas assisté au premier événement, je j'ai suis assisté qu'au mitigé sur deuxième. le premier, parce que ouais, le mec, le speaker, il a eu du mal à mettre le public en... C'est Malik Silla qui organise le Ouais. roll-up. Malik Silla, Georges Clounègre sur les réseaux sociaux qui organise ça. Donc le prochain sera au mois de mars, effectivement. Lui, ouais, le premier, ouais, mitigé. Bah, de toute façon, ne rentrons pas sur ce débat parce que je pense qu'on fera un sujet sur le Ouais, parce que là sub-only. c'est de la sub-only, Ouais. le roll-up. Ouais, on fera un débat sur la sub-only où on parlera... Non, moi c'était juste pour parler des galas qu'il y avait en France. Ouais, des galas qu'il y avait en France, effectivement. Mais justement, là, donc effectivement, il y en a de plus en plus en France. Ça attire du monde, ça attire des combattants, pour l'instant belges, mais j'espère que par C'est la suite, souvent bien organisé. c'est souvent bien organisé. Ouais, Donc, le public est présent. Le roll-up, franchement, c'est le deuxième, là, j'y étais, c'était plein. Hein. Ouais, la salle était pleine. C'était bien organisé. Donc c'est pour ça, ouais, on fera un Donc sujet ça attire sur un public, hein. sur le sub-only. Ça attire un public. Ouais, le sub-only en France et à l'étranger. Mais effectivement, c'est ça ce qui attire fait un la public. différence, je pense, avec les compètes aussi classiques. Par exemple, je pourrais pas aller avec ma femme, elle m'insulterait. Si je l'amenais à une compète classique, tu vois, du matin au soir, type Bien sûr. championnat de France ou Rester 10 heures dans un gymnase à te cailler les elle miches et m'insulterait. Des tapis de partout, elle comprend rien. Mais oui, Alors que d'accord. sur un événement comme le roll-up, par exemple, Ah, on voit des gens ramener leurs femmes. ouais, leurs elle pourrait gosses. venir, tu vois. Ouais, Parce non, que ça, t'as là-dessus, qu'un je suis combat d'accord. déjà, il y a de la musique, il y a une sorte d'ambiance, tu vois, tu vas voir un spectacle, tu vas voir un show. Tu trouves de tout. Moi, je me souviens sur le... Tu peux expliquer à la personne qui t'accompagne ce qui se passe, parce Oui. qu'il n'y a qu'un combat. Il n'y a qu'un combat, effectivement. Et puis en plus, comme il n'y a pas de points, il n'y a rien de tout ça, donc effectivement, Ouais, c'est très pareil, c'est simple. plus simple à expliquer. Voilà, il faut soumettre. C'est Fin ça. d'histoire. Et tu trouves de tout dans le public. Moi, je suis même tombé sur un mec qui était là et qui regardait un combat de boxe avec le son à fond sur son téléphone. Ça, c'était fabuleux. Donc ça, c'était mortel. Le mec paye sa place pour regarder. Je crois qu'il devait suivre qu'un combattant, mais bon, c'est pas grave. Et donc oui, donc on fera un sujet là-dessus. Surtout aussi sur le public et la culture du sub-only. Parce que ça, c'est important. Mais on reviendra dessus. Parce que sur la lecture des gens et on reviendra là-dessus. Moi, je veux pas aller trop loin parce que on fera un vrai sujet là-dessus. On sait pas encore si on le fera avant ou après le roll-up. Mais peut-être après, comme ça, au moins, on aura le... Ah, ça fera un débrief, ça donnera de la matière. Exactement. Donc voilà, donc pour finaliser sur le sujet, les galas ont une importance à mon sens. Parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours plus de facilité à regarder ça que de regarder une compétition BJJF. Parce que je pense qu'on revient à une envie d'efficacité dans le jiu-jitsu et dans le grappling qui s'était sûrement perdu avec le côté un peu trop sportif, qu'on retrouve d'ailleurs dans n'importe quel sport.
que ça soit dans le taekwondo, que ça soit dans le judo, dans n'importe quoi, à partir du moment où on veut trop le codifier, on veut que ça soit trop sportif, on dénature complètement la discipline et on la rend chiante. C'est juste sur ce point où je suis pas d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur tout. Vas-y, dis-moi. Mais Tu au niveau efficacité, ouais. Ouais. Pour moi, c'est pas... En fait, c'est pas le but des organisateurs, la recherche d'efficacité, tu vois. Le but, il est tout simplement financier. C'est que tu peux pas faire des combats... Tu peux pas faire des combats où tu gagnes avec un avantage pour le public, c'est pas possible. Donc le règlement est fait pour soumettre. Si le règlement IBJJF, il y avait le droit au clé talon, etc., il y aurait beaucoup plus de soumission. Tu vois? Oui, mais justement, le règlement, trop de règlements tue le règlement. C'est-à-dire que là où tu tues le combat dans l'œuf, c'est quand tu mets trop de règlements, ni ripping, machin, nanana. Il faut que tu te tournes dans le bon sens pour la clé de jambe, il faut que ceci, il faut que cela. Si tu prends 3 doigts au lieu de 4, t'es mort. Il y a un moment où c'est plus possible, comme en judo, quoi. À partir du moment où tu peux plus saisir les jambes et que c'est que sur le haut du corps, inscrivez-vous au Gouren, quoi. Faites de la lutte bretonne, et puis c'est tout. Tu vois, il y a un moment que plus tu vas mettre du règlement, plus tu vas frustrer le combattant, plus il va être obligé d'adapter son jeu, et il va le minimiser, ça va permettre ce souci. Maintenant, quand je parle de plus d'efficacité, effectivement, l'un découle de l'autre. C'est plus efficace, tu soumets plus souvent, tu ramènes plus d'argent. Mais quand on reprend les origines des galas, parce qu'après, effectivement, il y a eu d'autres galas qui se sont créés, mais Budo Challenge, Metamoris, deux premiers, à mon sens, c'était clairement dans un objectif de créer un jeu qui amenait plus à la soumission. Alors après, je pense que oui, derrière, il y a toujours un côté financier. Encore pour le Budo Challenge, je suis pas sûr, parce que c'était vraiment un truc un peu en marge. Enfin, je sais pas s'il y avait vraiment une grosse envie de faire de l'argent. Ouais, je suis pas sûr. Mais je pense que l'idée, c'était vraiment d'aller chercher plus d'efficacité, plus de soumission, un ratio soumission-combat qui serait plus important. Et sur les galas, il y a pas, même les galas, la soumission, il n'y a pas forcément énormément de soumission. Ça dépend lesquels. Ça dépend du matchmaking. Et ça dépend du matchmaking, et puis je te dis, ça dépend aussi de Metamoris Polaris. Joue le jeu. Voilà, mais Metamoris Polaris, tu as une porte de sortie, le match nul. EBI, t'as pas de match nul. EBI, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Donc là, pour le coup, les mecs, ils se donnent à fond pour essayer de soumettre. Ouais. Parce qu'après, sinon, sauf certains mecs, hein, tiens, on va repartir sur le Submission Only là, qui a eu lieu en France. Nicolas Blumenthal, très très bon combattant, mais c'est pas un soumetteur. Et on l'a vu clairement dans le... Alors, on peut dire c'était pas sa catégorie de poids. On peut dire qu'il était pas préparé parce qu'il a été prévenu. Il a été prévenu le jour même, il me semble. Mais ces mecs-là, ils s'entraînent toute l'année. Non, de toute façon, on l'a vu. Le mec a fait tous les combats. Il a passé 2 heures sur le tapis à combattre, mais c'est pas un soumetteur. C'est pas un soumetteur, et le mec, il allait très clairement jusqu'à la fin pour jouer la position, garder la position le plus longtemps possible, sortir et gagner ses combats comme ça. Et quand il est tombé sur un vrai soumetteur, et là, il n'est pas passé. En finale, il se fait soumettre. Mais il se fait soumettre à la fin, sur le pile ou face, là, sur la position. Il a été jusqu'au bout, mais il s'est fait soumettre. Ouais. Quand tu es un soumetteur, tu arriveras à soumettre... 90% du temps. Lui, si tu regardes ses combats, ils ont un cardio de fou, ils ont une technique de fou, ils gagnent avec un grand nombre de points, mais ils soumettent rarement. Ou alors vraiment quand le mec c'est des canettes en face. Mais sinon ils soumettent rarement. Ouais. Donc voilà, voilà, c'était ma petite parenthèse. Moi j'aime ces gars-là. J'aime les voir. Moi aussi. Je prends plus de plaisir, et je pense comme un maximum d'entre vous, on prend plus de plaisir à les regarder. Et c'est en ça où je pense que ça apporte, on va répondre à la question, c'est en ça où je pense que ça apporte de toute façon au jiu-jitsu brésilien, parce que ça apporte à la fois aux combattants, parce qu'on va pouvoir professionnaliser plus de gens et ramener plus d'argent dans la discipline, et ça évitera encore une fois, comme je disais sur d'autres podcasts précédents, que les mecs doivent changer de discipline, comme par exemple aller au MMA pour gagner leur vie. Ouais. Déjà. De rester dans leur discipline. Ça va permettre à des combattants d'émerger, de sortir de l'ombre et créer, parce qu'on va créer une histoire, comme tu disais, autour d'eux, ça va permettre de les sortir de l'ombre. À la fois, ça va attirer des... Ouais, parce qu'il y a tout le côté charisme, entre guillemets, qui rentre en compte sur
Ouais. sur ce type de gala. Ouais. Pas sur le circuit BJF où tu t'inscris mais t'es personne. Même si t'es très fort, même si tu peux gagner. Les gens vont voir que Ouais. ton résultat. Ils vont pas Voilà. voir ta personnalité. C'est ça. Donc on est d'accord. Et le dernier point, c'est oui, ça va attirer aussi des gens à notre discipline parce qu'il y a des gens qui vont voir ça. Il y a des gens qui vont vraiment apprécier le grappling ou le jiu-jitsu brésilien de par ces galas parce que la visibilité sera plus grande. Et il y en a même qui vont s'entraîner que dans cet objectif-là et même pas dans l'objectif IBJJF. Moi, Ouais. je remarque, je fais beaucoup d'open mat, je remarque des mecs qui sont débutants qui ont un jeu de sub-only. C'est un truc de fou, les mecs s'accrochent à tes jambes, tu leur passes la garde ou tu les prends en monte, ils s'en foutent complètement parce que ce qu'ils veulent c'est que justement que tu les prennes en monte pour venir et t'attaquer la jambe derrière. Il y a des mecs vraiment qui débutent. Alors je pense que c'est une grosse erreur de faire ça. C'est ce que j'attendais juste de toi. Ah oui, mais oui, c'est une très grosse erreur. Donc on est quand même pas mal d'accord. Mais on voit des gens qui justement, on voit très clairement que les mecs regardent pas le Non, mais circuit après, ça, BJJF et qu'ils regardent j'ai que les envie de te galas. dire, finalement, c'est tout le monde quand on commence. Bon, moi, quand j'ai commencé, je voulais juste soumettre. Enfin, puisque tu connais pas forcément le règlement, les points, tu t'en fous. Ouais, mais t'avais une vision du jeu qui était différente. C'est-à-dire que c'était une vision du jeu quand tu regardais des combattants, tu les voyais dans un circuit qui était classique de compétition. Donc tu voyais de la garde, de la demi-garde, des renversements, des trucs comme ça. Tu voulais soumettre, mais t'avais un jeu qui était construit. Moi, je me Non, souviens. pas spécialement. Moi, Non, pas spécialement. Bah, de toute façon, quand j'ai commencé ce sport, je regardais pas le JJB, je regardais juste le MMA. moi. oui, c'est vrai que toi, tu regardais que le MMA. Ouais. Mais si t'avais découvert la discipline par le prisme du jiu-jitsu brésilien, t'aurais construit ton jeu. C'est possible. Aujourd'hui, les mecs ne construisent plus vraiment leur jeu. Ils arrivent, ils viennent et puis ils disent oh, Ouais, c'est clé cool, de talon. ça marche les clés de talon et les clés de jambes. On voit beaucoup de débutants qui sont là, mais ça marche. Ouais, non, mais ça marche quoi, avec un mec qui a déjà une structure, une base et voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Et je crois qu'on est de toute façon, on revient sur le sujet de la clé de talon. Donc oui, ça a apporté. Oui, c'est une bonne chose. Oui, j'espère que ça va perdurer. Mais de toute façon, ça n'entachera va pas perdurer. et ça ne fera pas concurrence à l'IBJJF parce que c'est vraiment deux choses différentes, regardées par la plupart du temps par le même public, mais aussi par des publics qui sont complètement différents. Donc il y aura toujours, c'est pas parce qu'il y a une multitude de galas qui se mettent en place qu'il y a moins d'inscrits sur le circuit IBJJF. Bien au contraire. C'est toujours blindé. Les Europes, c'est blindé. Là, ils ferment souvent les inscriptions en avance parce que c'est blindé. Donc voilà, on sait. Là, les Europes, c'est dans quelques jours. On sait que les catégories elles seront max. Quelle que soit la catégorie, bon, à part les Master 8, 12, 15. Mais les catégories, elles seront blindées. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je regarderai quand même quelques combats avec plaisir. Et surtout les combattants Évidemment, français. les combattants bien sûr. français. Parce qu'on aime suivre ces mecs-là. D'ailleurs, revenons juste sur nos sujets précédents. On va faire un petit point final. Je vois où tu veux en venir. Ah bah oui, parce que effectivement, donc on vous l'a dit en fin de podcast précédent, il y a eu l'UFC 232. Bon, John Jones a gagné, on s'en doutait, avec autant de facilité. Je m'en doutais moins. Je m'en doutais. Tu t'en Je doutais? m'en doutais. Ouais. Mais bon, Bon, en tout c'est cas, quoi, à la fin de chaque podcast, quand il y aura une grosse carte, on fera une petite prévision. Parce que là, c'est trop facile de dire je m'en doutais. ah mais tu vas me fumer à chaque fois. Donc parce que Ouais, bon, plus spécialisé dans le MMA comme vous l'aurez compris. Bon, disons qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a pas de C'est pas la surprise. surprise du siècle. La surprise. La surprise c'était plus Cyborg contre Nunes. Bon, effectivement, c'est. J'avais dit Nunes. T'avais dit Nunes aussi facilement, je Non. pense pas. Moi, j'avais dit 3e round. Ouais. Par t'avais dit KO, mais troisième 3e round. Par KO, mais 3e round. On verra si revanche il y a. Je pense que le combat sera différent. Je suis pas sûr que Nunes ne gagnera pas. Ben, je pense qu'elle gagnera. Enfin, il y a de fortes chances pour qu'elle gagne Je encore. pense qu'elle gagne, mais Mais ça durera plus longtemps. Mais voilà, je pense qu'il y aura moins de. Elle se fera moins surprendre, elle se jettera moins, Cyborg. Et donc voilà. Mais bon, c'est pas de ça dont on voulait parler, c'est surtout le combat qui était bien avant celui-là, qui était normalement censé moins faire parler, mais qui a tout intérêt pour nous d'en parler parce que il traite de nos premiers podcasts qui étaient est-ce que la clé de talon est efficace, enfin en tout cas qu'est-ce qu'on pensait de la clé de talon et qu'est-ce qu'elle apportait.
Et est-ce que s'entraîner en kimono est utile pour un tournoi en nogi? Donc Ouais. on va parler de BJ Penn et Ryan Hall. BJ Penn et Ryan Hall. 2 champions à la base en kimono. 2 générations. 2 générations différentes. BJ Penn, gros combattant de jiu-jitsu brésilien, il a eu sa ceinture noire en un temps record. 4 ans, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, trop. Et en plus, il gagne les mondiaux en ceinture noire le jour où, quand il a sa ceinture. Ouais, Pour prouver que c'était pas du pipeau. pour prouver que c'était pas du pipeau, il gagne les mondiaux. Ryan Hall aussi, pareil, gros combattant, enfin gros protagoniste et jiu-jitseros. Et les deux par contre ont suivi un chemin différent. Donc on a le old school avec BJ Penn et on a le new school clé de talon 50-50 avec Ryan Hall. On a surtout un monstre en MMA. Parce que BJ Penn a été une vraie légende en MMA. Au-delà du JJB, on parle d'un grand champion de MMA. Grand champion, je crois qu'il n'a jamais été soumis d'ailleurs en Il MMA. n'avait N'avait. jamais été soumis. Je dis non. Ouais. Avant ce combat, Ouais. n'avait jamais été soumis. Mais en au-delà MMA. de ça, même c'est un vrai athlète de MMA. BJ Penn, il avait une boxe anglaise de haut niveau. Oui. C'est un grand combattant. Une Ryan Hall, mâchoire en granit. quand on voit ses combats, Ah, il fait flipper. moi il m'a fait peur. Oh là 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 là, il me fait flipper. Le mec, on dirait un débutant Le qui mec ne débarque sait pas dans une salle de envoyer un coup de MMA. poing. Moi, j'en ai vu beaucoup des débutants, hein, et ils combattent comme lui. C'est-à-dire, Ouais. il envoie sa jambe un C'est peu limite, j'ai peur des enchâssée. coups, tu vois, je fais tout pour fuir. Ouais, Il envoie même pas les points parce qu'il faudrait qu'il se rapproche, il envoie que les jambes. il envoie que les jambes. Des espèces de grands front kicks. C'est des front kicks où il pousse, mais c'est lui qui recule. Ça m'a fait Mais rire. parce qu'il veut pas vraiment le mettre en Mais fait. oui. Il veut juste que le mec ne rentre pas. C'est ça. Il recule et en même temps, il tourne le dos. Il tourne sur lui-même. Ça va lui. Alors, il va prendre un chaos sale un jour, mais vraiment très sale. Je l'invite à améliorer sa boxe parce que même si quand même, il a été en finale de l'Ultimate Fighter. Il a été sorti avant. Il a été sorti avant. Il y avait eu un blessé. Ouais. Et Donc il a été rappelé. ils l'ont rappelé. Voilà. D'accord. Mais bon, en tout cas, il monte, Mais il fait son bonhomme de il fait chemin, son bonhomme quoi. de chemin tranquillement dans la discipline. Mais le mec, c'est surtout, oh là 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 là, ce qu'il nous a fait, mais c'était fabuleux. Rentrer comme ça en Imanari Roll, suite à un low kick. Suite à un low kick. Voilà, low kick, Imanari Roll, il attaque la clé de talon, boum, fin du combat. Et pourquoi fin du combat? Parce que BJ Penn, il a tourné dans le mauvais sens. Ouais. C'est ouf. C'est incroyable. À ce niveau-là. Mais lui surtout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BJ Penn, c'était Mengo, je crois, qui m'a partagé. Non, non, c'est Mengo, il m'a partagé sur autre chose. Je crois que c'était Wendy. Non, c'est Mengo qui. Enfin, Sur Mengo, le j'ai vu kimono qu'il avait partagé sur le kimono. Alors c'est Mengo sur le kimono, je me souvenais plus. Mengo sur le kimono qui m'a partagé sur le fait justement qu'il BJ Penn faisait sa prépa en kimono. Ouais. Alors bizarre, et ça a beaucoup fait parler les gens. Effectivement, le mec prépare un combat de MMA, il vient et il met son kimono. Ouais. Parce qu'il va affronter un mec du jiu-jitsu brésilien. Alors oui, on l'a dit, l'entraînement est plus dur. Parce qu'il y a la veste, mais de là à repartir de zéro, enfin de dire voilà, j'ai arrêté parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Je reprends mon entraînement pour combattre en MMA contre Ryan Hall et je mets mon kimono. Ah, c'est bizarre comme concept. C'est bizarre, ouais. J'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est vraiment, il pensait vraiment sincèrement que ça allait lui remettre des automatismes mais des automatismes 100% jiu-jitsu en pensant que le combat serait un combat qui serait plus dans une physionomie jiu-jitsu? Ou est-ce que c'est de la com? Dans le sens où dire voilà, je suis un jiu-jitsuka, je viens et en tant que jiu-jitsuka, je gagnerai. En tout cas, je vais bloquer le jeu de Ryan Hall. que lui. Ouais. Visiblement, non. Visiblement, non. Visiblement, il a trébuché. Non, bon après, Non. il y a plein de choses à remettre dans leur contexte. BJ Penn, c'est un ancien, il est en fin de carrière, il avait pris sa retraite, Il revient. ça fait on combien de temps voit qu'il a clairement combattu que c'est pas le BJ Penn d'avant, Ouais. très clairement. Ah, mais est-ce que le BJ Penn d'avant, il aurait pas pris la clé de talon? On peut pas savoir ça. On peut pas savoir, mais disons que ça allait très vite quand même. Hein. Ça allait C'est très dans le vite. premier round. La clé de talon est magnifique. Je suis pas sûr qu'il l'aurait évité. Hein. La clé de talon est magnifique. Après, Ancien ou pas ancien. Après, l'erreur qu'il fait, et c'est Gary Tonon et Nicky Ryan qui ont fait une petite vidéo où ils expliquent comment il aurait dû sortir et ouais. pourquoi il s'est clairement, à mon avis, blessé sur cette clé de talon. Il explique que la rotation qu'il a pris,
qui était une rotation naturelle, qui lui semblait naturelle, en tout Ouais. cas à lui, au moment de la faire, a accentué la tension au niveau du genou. Ouais, parce qu'il tourne dans le mauvais sens et il va à l'encontre du sens de la clé. Faut toujours, sur une clé de talon, aller dans le sens de la clé de talon. Et après, prendre de la distance. En fait, la particularité, c'est que il y a deux solutions pour sortir d'une clé de talon. La première, c'est... Bon, déjà, il faut toujours aller dans le sens, ça c'est sûr. Comme une kimura de cheville, ça c'est sûr. Vous n'allez jamais à l'encontre d'une kimura de Comme cheville. toutes les clés. Comme toutes les clés. Voilà, faut accompagner le mouvement. Mais après, il y a soit on arrive à fuir, c'est-à-dire à prendre une distance et faire échapper son pied dans la rotation. Ouais. Soit une fois qu'on a fait la rotation, on vient s'asseoir, mettre mettre du poids vers l'arrière sur l'adversaire pour venir chercher sous l'aisselle et en espèce de bras-tête l'adversaire pour ensuite sortir son pied et revenir sur une position favorable. D'ailleurs, c'est ce que Nicky Ryan a montré. J'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne un peu le plus. Ah bah ça fonctionne le plus, Ça fonctionne le plus dans le sens où quand tu tournes, maintenant avec toutes les variations, notamment avec ce que Danaher avait fait, oui, tout ce travail, tu suis. Le fait de tourner, les mecs savent que tu vas tourner. Limite, ils attendent que ça en fait. Ouais. Quand tu tournes, ils changent l'orientation de la clé. Ouais. Et ça te met encore ils plus changent dedans. l'orientation de la clé, ou alors ils vont changer de jambe, ou Ouais, alors, ouais, enfin, non, il y a tout un schéma. Ils ont de bâti toute leur façon, jeu qui est- sur le fait que tu vas tourner. Exactement. En tout cas, ils vont te suivre. Ils vont te suivre jusqu'au bout du monde. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et surtout Mais, dans une cage où tourner, finalement, bah, tu vas atterrir contre la cage Et tu vas la prendre. Voilà. Quoi qu'il arrive. Mais là, effectivement, là, on a, voilà, en cas concret, une bonne réponse, enfin deux bonnes réponses à deux de nos podcasts. Est-ce que le kimono est nécessaire? Bah non. Ouais, mais Enfin, oui, non, c'est pas un vrai combat de jiu-jitsu. c'est du MMA. C'est du MMA. Mais alors, Il y a oui, une différence de niveau. Ouais. Il y a une différence de niveau. Ouais, à l'heure actuelle, hein. Peut-être même plus jeune, hein, parce que le JJB a beaucoup évolué. Je pense que Ryan Hall est Il est très bon. Ouais. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Puis il maîtrise parfaitement ce jeu, Ouais. surtout. Mais ce jeu, et puis il fait de la X-guard aussi. Enfin, dès qu'il est dans les jambes, de toute façon, c'est un souci. Ça, c'est sûr et certain, c'est Tu un le souci. sens de toute façon. Tu De toute l'évites. façon, c'est Bah, un dans des le début seuls du combat, qui, tu vois, il esquive, hein, il sort ses jambes. c'est un des seuls qui peut tirer la garde en Ouais. MMA. Ouais. Qui, je pense, le ferait même si s'il sentait que c'était chaud. Bah, de toute façon, l'Imanari Roll, c'est une sorte. Pour moi, je le vois un peu comme un tirage de garde, hein, parce que s'il rate sa clé de jambe, il reste en dessous Oui. et ça lui va très bien. Oui. Oui, si parce tu que veux pas être en dessous, tu fais pas quand tu l'Imanari regardes dans le Roll. début du combat, il y a un moment, il est au sol et c'est lui qui va le Oui, chercher. oui, Et c'est ça où c'est marrant, c'est que normalement, quand t'es au sol en dessous, et tiens, big up à tous ceux qui disent que le MMA, quand t'es en dessous, t'es dans la merde. Il est en dessous, il vient, c'est lui qui vient poursuivre son adversaire qui est debout et qui fuit et qui retire va ses pas y jambes. Et qui met aucune frappe, ou quelques frappes, mais c'est Ça a rien été de. une erreur, je pense, de BJ Penn, qui aurait dû rentrer dans la garde Et le stabiliser, le et cogner. le stabiliser. Ah, mais tu prends un risque. Juste le stabiliser, tu vois. Ah, mais il y a des gens que tu stabilises, il y a des gens que tu stabilises pas. Et lui, je pense, à mon avis, ça doit être compliqué de le stabiliser. Ouais, à l'expérience, je pense que c'était possible. Ah, je sais pas. Je dis pas qu'il aurait réussi, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il Mais, serait rentré vite dans les jambes. C'est Il possible. aurait attaqué c'est très vite possible. les jambes. C'est Parce que ce possible. mec-là, il peut t'attaquer les jambes de n'importe quelle position. Et déjà, je pense qu'il aurait pas choisi la garde, il aurait choisi la demi-garde. Et je pense que de la demi-garde, il aurait attaqué très, très clairement. Ou alors il se serait mis en papillon ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ou en X-guard, en tout cas en papillon pour amener la X-guard pour tout de suite rentrer dans les jambes. Je pense qu'il a assez maintenant d'expérience dans le MMA pour pas rester dans une position où il est atteignable par les frappes. Je pense qu'il a construit un jeu MMA aussi sur les clés de jambes pour pas prendre trop de frappes. Parce que quand tu regardes, il prend pas beaucoup de frappes. Hein. Ouais, Non, mais bon, presque il a pas. affronté personne pour l'instant. Il a affronté personne, on verra. Moi, j'ai hâte de voir par la suite jusqu'où ça va le mener. Est-ce que ça va faire comme un Demian Maia qui a pris son gros KO et qui après s'est recentré sur un jeu peut-être plus basique. Bon, après, Demian Maia lui volait boxer, c'est ça la différence. Mais Je vois le jeu de Demian Maia beaucoup plus adapté au MMA. Déjà, il a une très très bonne lutte. Enfin, oui. une sorte de judo lutte. Ah, mais après, Ryan Hall, il sent pas les couilles de lutter. Il s'en Ouais, fout, mais il parce s'en qu'il fout est jamais complètement. tombé sur un mec qui peut le contenir, tu vois. Ouais. Quand Maia combat Woodley, excuse-moi, mais il peut rien faire. Physiquement, Non, il peut rien faire. Non. Tu vois qu'il y a un monde d'écart. Ouais. Donc, Mais bon, en tout voilà. cas, voilà. Donc le kimono, ça lui a pas été d'une grande utilité. La clé de talon, Ça fonctionne. Ça Enfin, là, fonctionne, on voit et que la c'est nouvelle surtout- génération qui utilise la clé de talon, qui Ouais. l'utilise très bien, Mhm. sur une ancienne génération qui l'utilise pas forcément. et c'est surtout que la clé de talon, on voit
encore une fois, si tu ne l'as jamais travaillé. Ouais, C'est là où je voulais en venir. Tu sais pas en sortir. Tu sais pas en sortir et surtout, tu prends un risque fou en essayant d'en sortir. Ouais. C'est là que ça devient dangereux. Sauter le genou salement parce que justement, t'aurais pas su en sortir. C'est là que ça devient très dangereux. Ouais. Donc merci à Ryan Hall et à BJ Payne d'avoir participé au podcast de Tatami Connexion. C'était un véritable plaisir pour eux d'avoir leur avis et d'avoir mis en application ce dont on parlait durant des heures. Donc voilà, c'était une petite parenthèse comme ça qu'on voulait faire parce que voilà, c'était très 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 important. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Juste un petit big up, on en fait souvent. Merci à Tatami Connexion. Merci à Tatami Connexion. Ouais, le mec s'est dit merci. Merci à nous. Bah oui. Merci à nous. Merci à Castagne FM. Merci à Castagne FM qui nous ont qu'on parlait de notre podcast. Ils ont fait un peu de pub, ouais, c'est cool. Ils ont fait un peu de pub sur notre podcast sur un des derniers, celui qui est. C'est cool. D'ailleurs, ils vont faire un suivi des Europes. Ouais. Ils vont faire un briefing. 2-3 jours avant, il me semble. Pendant. Ouais. Et après. Et un débriefing. Ouais. Ouais, avec Mathias Jardin et Alexandre Descampos. C'est ça. Donc voilà, je vous invite à les suivre. De toute façon, ils vont beaucoup suivre les combattants français, donc ça c'est une bonne chose. Ouais. C'est bien. Pour tous ceux qui préfèrent les galas et qui veulent voir que quelques combats IBJJF, vous aurez un récap. Voilà, exactement. Voilà. Et donc merci à eux parce qu'ils n'étaient pas obligés de parler de nous. En plus, ils ont parlé de nous en bons termes. Enfin, en bons termes, entre guillemets. Ils ont fait une très bonne pub. C'était très sympa. C'était sur le podcast de Lotfi Ferra et de Mathias Jardin. Que je vous invite à aller écouter parce qu'il était très bien de voir la vue d'un combattant talentueux de jiu-jitsu brésilien qui est ceinture violette aujourd'hui, qui est professionnel, qui vient d'être signé par une grande marque. Justement, on parlait des sponsoring, lui était sponsorisé par une grande marque de kimono et donc là récemment, et je vous invite à écouter un petit peu son mode de vie, comment il s'entraîne. Parce que souvent, il y a des mecs qui veulent faire de la compétition et qui s'imaginent que ça se fait facilement. Ouais. Lui, il va vous faire redescendre sur terre et si vous voulez des vrais résultats et aller très loin, il va vous expliquer les sacrifices, la notion de sacrifice, quoi, ce qu'il faut faire pour atteindre un haut niveau. Donc voilà. Castagne FM qu'on écoute avec plaisir à chaque fois. À chaque fois que ça sort. Hein. Ouais. Donc voilà, j'aime bien. Ils disent qu'ils y connaissent rien, peut-être, mais moi j'y crois pas trop. Ils ont quand même une bonne culture et ils ont surtout des très bons invités et ils savent très bien les interviewer. Donc c'est une très bonne chose. C'est vraiment cool. Voilà. Bah écoutez, il nous reste qu'à vous souhaiter encore une nouvelle fois une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous écoutez. Et on se donne rendez-vous sur le prochain épisode, l'épisode 6. On laisse le sujet caché. On va peut-être essayer d'ailleurs de changer le format. De ne pas divulguer le sujet en amont. De vous laisser le découvrir lors du podcast. Pour créer un débat après. Ouais, que vous puissiez qu'on puisse débattre ensemble en se positionnant sur ce qui a été dit sur le podcast. Donc on va voir ça et puis voilà, et puis peut-être qu'on sait pas encore ce qu'on fera, si on fera un petit retour, une petite réponse, un petit droit de réponse ou quelque chose comme ça en fonction du débat, ou si on répondra seulement sur les réseaux sociaux. Ouais. On verra, mais en tout cas on va tester, on débute, on tâte. On essaie de voir ce qui sera le plus efficace et ce qui vous plaît le plus. Là, on a un peu peur que ce qu'on dit dans le podcast soit un peu une répétition de ce qui se dit sur les réseaux sociaux avant. Donc voilà, on va essayer de changer un peu le format. En tout cas, bonne écoute à vous. N'oubliez pas de vous abonner, ça fera plaisir, sur YouTube, sur SoundCloud. De donner votre avis en commentaire. Encore une fois, de peut-être mettre aussi la petite cloche de notification pour l'avoir en avant-première, parce que souvent je le partage avant, juste un petit peu avant de le mettre sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez avoir le podcast en avant-première, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Et puis voilà, on espère que ça vous aura plu et suite au prochain épisode. Exactement. À plus. À plus les gars.